1, 2, 3, fight! You win! Support web, mais vraiment pas tout PWA. Alors, pourquoi c'est fait avec du Reveal.js. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est une petite solution qui permet de faire des présentations avec du CSS, de l'HTML, du Markdown et un petit peu de JS, même si on a très peu à écrire au final. Et en fait, ce support est un fork de ce qu'on appelle la Sphere School PWA. Je vous le présenterai après. Donc, ils sont des schools, des classes ouvertes à tous et gratuites que ma boîte Sphere propose à tout le monde sur les sites où on est. On n'est pas à Rennes, désolé. On est à Nantes, pas très très loin. Et je ne partirai pas sur le débat si Nantes est en Bretagne ou pas. Je ne vais pas m'amuser à ça. Donc c'est un fork de support qu'on a mis en open source très très récemment. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à améliorer, etc. Et concrètement, il y a du CSS transpilé depuis du Sass qui est directement commité dans le truc pour que ça puisse fonctionner avec GitHub Pages sans qu'on ait de CD. Voilà. Donc, vous verrez, je vous donnerai le lien de ce support à la fin. Il prend un petit peu de temps à télécharger. Ce n'est absolument pas une PWA en elle-même. Donc, moi je m'appelle Noël Massé. Je suis développeur advocate pour le web chez Sphere. Donc Sphere qui est une société de consulting SS2I et ESN, appelez ça comme vous voulez, et qui est basée à Paris notamment, où je suis basé actuellement. Donc, hop, comme je disais, donc, je m'occupe également de la Sphere School PWA, jusqu'à récemment en fait. J'ai passé le relais à un autre sphérien, Jean-François Garot. Voilà. Donc, désolé un petit peu, on m'a sorti de mon contexte. Ça va, j'ai perdu que 6 minutes, c'est pas mal. Donc justement, en parlant de contexte, on va introduire un petit peu le sujet. Qui a déjà vu la tête de ce monsieur ? Ah ben quand même, d'accord, personne. En fait, ah si, quand même, merci. Il s'appelle Alex Russell, c'est la personne qui a inventé le terme Progressive Web App. Un article donc qui date de 2015. Il est développeur chez Google, il s'occupe de Chrome, de Bing, de la web plateforme en général, etc. Et je crois qu'il fait même partie du W3C. Donc voilà, un mec qui connaît son sujet et qui, sorti d'une discussion de bar, si je comprends bien, s'est dit, ben, on est en 2015, on a plein de nouvelles technologies qui sont arrivées ou qui sont en train d'arriver, et ces nouvelles technologies devraient nous permettre de passer un gap dans ce qu'on peut offrir aux utilisateurs. Et aujourd'hui, donc, on a tous les moyens, mais il reste ce gap à passer, et donc, il a décidé de mettre un petit peu ça en avant. Donc, quelques petites idées venant de cet article-là. Donc, il s'agit essentiellement de faire passer une évolution au web, non pas une révolution, on n'a pas un changement de la plateforme, on n'a pas par exemple Dart qui a tout remporté et qui a remplacé le JavaScript ou quoi que ce soit, on reste sur les mêmes approches, on reste sur les mêmes technos, mais on a juste des choses en plus qui nous permettent de faire plus, tout bêtement, toujours sur la web plateforme, donc encore une fois, hein, uniquement des sites web, classiques, entre guillemets, mais qui ont pris les bonnes vitamines, hein, donc qui vont offrir beaucoup plus à l'utilisateur grâce à ces vitamines-là, ces nouvelles technologies. Et donc, c'est là que le terme progressive apparaît. Je vais l'approfondir un petit peu derrière. Donc, cette progressivité, c'est en fait des sites web qui deviennent progressivement des applications. Et on va voir que ce terme progressivement, ben, il a plein d'implications différentes suivant de quel point de vue on se place. Juste pour offrir, au final, plus à l'utilisateur. Donc, quand on parle de progressive web app, c'est vraiment l'utilisateur qui est au centre de notre réflexion. Vraiment, comment on offre l'expérience utilisateur maximale. Et tout ça, pourquoi ? Pour permettre au web, comme je disais, de franchir le gap, mais le gap comparé à qui ? Ben, comparé au natif. Le natif, les applications natives, traditionnellement, donc quand je dis natif, hein, c'est développé spécifiquement pour Android, pour iOS, pour macOS, pour Windows, etc. Donc, traditionnellement, elles gèrent bien le offline, elles sont rapides, elles ont une expérience utilisateur qui est uniforme et qui est efficace. Par contre, elles ont un désavantage par rapport au web, c'est que l'accès à ces applications prend du temps.
On n'a pas directement, comme avec le web, on clique sur un lien, on a directement accès à notre web app. On a besoin de passer par le store, on reparlera du store en troisième partie. On a besoin, voilà, il y a tout un passage qui va gêner vos utilisateurs dans l'adoption de votre application. Donc ça, c'est traditionnellement la grosse différenciation pour faire le choix entre du web et du natif. Le web, accès immédiat, donc l'engagement de l'utilisateur est immédiat. Par contre, on peut lui offrir peu, comparé à du natif. Typiquement, traditionnellement, à l'époque, 2015, on n'a pas tendance à utiliser la géolocalisation, on n'a pas un rendu qui est uniforme entre les différentes web apps qu'on peut trouver sur le web, etc. Voilà, on a ce gap à franchir, et donc c'est tout l'objectif justement des PWA, de se mettre au niveau des capacités du natif, tout en gardant les avantages du web. Voilà. Donc, quand on parle de PWA, on pense du coup avant tout à ce sujet qui a été amené en 2015 par Alex Russell, franchir le gap par rapport au natif, donc essentiellement à l'intégration dans la plateforme. Donc, permettre de bien utiliser la plateforme. Là, typiquement, on a quelques exemples. Le fait qu'une application, qu'une web app soit installable, c'est celle du milieu, on en reparlera. Le fait, typiquement, qu'un media player puisse bien s'intégrer avec le système comme un media player natif, on aurait avec Spotify, etc. On a un exemple de Payment API. Voilà. On a plein d'exemples de, plutôt que de juste gérer des trucs dans ce contexte isolé qu'est notre browser, mais on fait une bonne interaction avec le système en lui-même. Et c'est ça qu'on appelle l'intégration. Et donc, cette première phase, 2015, 2016, même 2017, en ayant été adoptée par plusieurs entreprises, on peut aller voir plusieurs case studies, spécifiquement Google les met particulièrement en avant. C'est quelqu'un de Google qui a parlé de PWA en premier. Ils ont fait en sorte de mettre beaucoup cette approche en avant, au début en tout cas, on en reparlera. Et donc voilà, on a 3 exemples ici. Twitter Lite est un très bon exemple d'une bonne PWA, même si Twitter n'a plus trop, je pense, de problématiques à attirer les gens, etc. C'est juste un parfait exemple si vous voulez vous mettre dans les PWA, voir les bonnes pratiques. Et des entreprises comme BookMyShow ou George.com. BookMyShow, il me semble, sont indiens, donc spécifiquement dans un contexte où tout le monde quasiment est en 2G. On a des problématiques de réseau très très fortes, etc. Mais en adoptant, en fait, ce côté PWA, ils ont gagné un fort avantage par rapport à ce qu'ils faisaient avant et ils ont typiquement eu plus d'utilisation de leurs solutions, de leur web app, etc. Donc, en ayant ces avantages-là, on peut se dire directement, OK, avoir une bonne intégration de notre web app au système nous permet en elle-même d'avoir un avantage par rapport à la concurrence, etc. Mais au final, c'est très réducteur de parler juste de cet aspect intégration. Souvent, quand on entend aujourd'hui PWA, une grande partie du public va entendre non pas une progressive web app, mais une installable web app. Donc une web app qui est installable sur le système. Généralement, on a tendance à réduire ça à ce sujet-là. Et c'est pour ça que je mets en avant le terme Fire, qui représente bien les 4 aspects. Au final, les early adopters qu'on a vus tout à l'heure, Twitter, BookMyShow, George.com, ils n'ont pas juste fait en sorte d'avoir une web app installable. D'avoir installable, qui n'a jamais installé une PWA, donc j'imagine les 2 qui ont levé la main, qui n'avaient jamais entendu parler de PWA, c'est clair, qui n'a jamais installé, à ajouter à l'écran d'accueil, une PWA sur son système. Ah, quand même, il y a pas mal de gens. Sinon, c'est que vous n'osez pas lever la main. Mais donc, quand on veut installer une PWA, en fait, on a un prompt où on a un bouton dans l'application qui va nous permettre de rajouter l'icône de notre web app sur l'écran d'accueil et dans le menu des applications. Et une fois que ça est fait, quand on va réappuyer sur ce bouton-là, on va avoir notre web app qui va s'afficher, non pas dans le browser, comme si on avait juste mis un bookmark sur notre écran d'accueil d'une web app classique, mais il va s'afficher dans un contexte où on n'a pas la barre d'adresse, etc., où on a géré certains aspects du offline, etc., quand on a installé l'application. Et donc, il va nous permettre, entre guillemets, de nous donner l'illusion qu'on a une application native. D'accord ? Mais donc, ça, c'est juste ça, c'est extrêmement réducteur. Donc, si on repart sur l'aspect progressif, qu'est-ce qu'on a ? On a tout d'abord
l'aspect, encore une fois, de se mettre à la place de l'utilisateur. Typiquement, aujourd'hui, quand on va sur le web, je ne sais pas pour vous, moi j'ai la sensation qu'on a une baisse dans l'expérience utilisateur sur le web en général. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mauvais usages des technologies qui sont arrivées. Typiquement, la Notification API, ce qui permet d'afficher des notifications système depuis le web. On arrive sur plein de sites. Combien de sites nous demandent, même pas nous proposent, directement d'activer une notification pour eux, sans nous dire qu'est-ce qu'il va y avoir comme notification, quel est l'intérêt pour nous de faire une notification, etc. Avec les mauvais usages, avec le mauvais angle qui a été pris en plus avec la RGPD, c'est encore pire. Il faut savoir qu'avec la RGPD, on n'a absolument pas besoin de faire ce qui se fait aujourd'hui, d'avoir une demande de est-ce qu'on peut avoir toutes vos données, vous tracer partout, et si vous voulez avoir moins, il faut aller dans un menu super approfondi, etc. On n'a pas besoin de ça. En fait, tout ce qu'il faut avoir comme approche, c'est proposer progressivement une amélioration de l'expérience sur vos web apps en expliquant bien à l'utilisateur, en lui permettant de comprendre pourquoi il nous donne ce droit-là. Pourquoi il devrait nous donner le droit de faire des notifications. Pourquoi il devrait nous donner le droit d'accéder à la géolocalisation, etc. Que tout ça se fasse dans un parcours utilisateur qui soit compréhensible pour lui. Et en faisant ça, on va lui donner envie de le faire, tout bêtement. Ensuite, cet aspect progressif, c'est également de supporter l'ensemble des navigateurs. Donc pas juste de se dire on va faire une compatibilité Chrome ou Evergreen Browser et basta, c'est d'offrir plus aux navigateurs qui le permettent, tout en gardant une application qui fonctionne bien sur typiquement Internet Explorer. C'est notre quasiment seule contrainte aujourd'hui, même si certains disent que Safari devient l'Internet Explorer d'aujourd'hui. C'est quand même Internet Explorer qui pose des problèmes de compatibilité. Donc voilà, on reste avec une bonne expérience sur Internet Explorer. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la compatibilité avec le Service Worker, dont on reparlera tout à l'heure, qu'on doit avoir une application qui est toute cassée. C'est juste que quand on va être sur un navigateur plus récent, on aura une meilleure expérience, tout bêtement. Donc, chaque fois, avoir cette approche progressive de compatibilité également. Donc, si on revient sur le terme FHIR, donc je vous l'ai dit, c'est 4 termes. Donc, Fast, Integrated, Reliable, Engaging. Donc, performante, intégrée, fiable et engageante. Donc, performante, encore une fois, si vous le prenez sous l'angle de la comparaison avec le natif, avoir une bonne réactivité. Ne pas avoir une application qui, quand elle est sur typiquement un vieux téléphone Android, par exemple, va totalement ramer à cause d'animations qu'on aurait mal faites dans tous les sens, etc. Que permettre aussi qu'elle charge rapidement, etc. Donc, ensuite, l'aspect intégré, j'en ai déjà bien parlé, avoir une bonne interaction avec le système. Fiable, c'est donc d'avoir une application qui fonctionne convenablement, au mieux possible, en tout cas dans tous les contextes. Typiquement, quand on passe offline, qu'elle puisse continuer à nous offrir certaines utilisations. Ou quand on est en Li-Fi, qui ne connaît pas le terme Li-Fi? Un réseau qui vous ment. Le Li-Fi, en fait, c'est très simple de tester sur une plateforme, est-ce qu'on est connecté ou pas? Est-ce qu'on a une connexion au réseau ou pas? Par contre, des fois, on est connecté au réseau, mais tout simplement, les paquets ne passent pas, parce qu'on a une très, très mauvaise connexion. C'est ça qu'on appelle le Li-Fi. Quand on est dans une application, on peut avoir l'impression qu'on a le réseau, mais au final, on ne l'a pas. Donc, comment on gère ce genre de cas? Ça, c'est une question compliquée, mais qu'il faut se poser quand on aborde ce sujet des PWA et même de général pour le web. Et enfin, cet aspect engageante, c'est l'aspect de se dire comment je fais en sorte que l'utilisateur ait envie d'utiliser mon application. Donc, je vous l'ai dit, cet aspect engageant, c'est déjà un avantage du web. C'est beaucoup plus rapide d'utiliser une web app que d'utiliser une application native. On n'a pas besoin de faire une installation longue, etc. Même si maintenant, avec Android, on a les instant apps qui permettent à peu près de faire la même chose, mais ce n'est quand même pas la même expérience. Donc, déjà, ce premier gap à passer. Et ensuite, que l'utilisateur ait envie de continuer à l'utiliser. Et si peut-être il arrête de l'utiliser, de lui redonner envie de l'utiliser, etc. Voilà. Donc, on a vraiment ces 4 réflexions à mener quand on fait du web. Si vous avez remarqué le petit logo en haut, donc ça, c'est l'idée. Et si on fait les premières petites étincelles du côté FHIR, en fait, ça, c'est quand vous allez, typiquement, je prends encore l'exemple de la Sphere School. Il y a 1 an, on était sur une Sphere School sur une journée, une introduction au sujet. Voilà. Très peu de gens avaient entendu parler de ce sujet-là, et donc en une journée, on fait une adoption rapide des différentes technologies, tout bêtement. Donc quand on est sur ce premier gap à passer,
On a la même sur plein de code lab, etc. sur le web. Mais généralement, on va réduire ça à 4 technos, ou 4 approches. Sur le côté performance, c'est le côté App Shell. Donc l'App Shell, à ne pas confondre avec l'UI Shell, j'en reparlerai tout à l'heure, c'est, pour faire simple, le fait d'identifier ce qui constitue l'essentiel de notre application à charger en premier lieu et d'optimiser ce chargement. Ensuite, on a le manifeste, donc le manifeste qui, comme les manifestes qu'on va écrire pour une application Windows, pour une application Android, etc., va permettre de décrire notre application, quel est son nom, l'icône, l'URL qu'il faut pour ouvrir la première page, des choses comme ça. Ça va permettre d'avoir l'installabilité, mais uniquement si on a en plus le service worker. Donc le service worker, c'est un web worker, donc quelque chose qui fonctionne à côté du Windows Context, donc il n'y a pas accès au DOM, etc. On parlera encore une fois, et qui va servir d'une certaine manière de proxy avec le web. Voilà. Il n'a pas accès directement à ce que vous faites dans votre application, mais il voit passer le trafic et il peut décider de ce qu'il va faire avec. Quelle stratégie de cache il va adopter, typiquement. Est-ce qu'il va pouvoir aller prendre des données en avance, etc. Donc voilà, ça, on a l'obligation de l'avoir si on veut avoir une installable app, parce que si on avait juste l'aspect installer notre web app et qu'on n'avait pas quelque chose qui nous permet de gérer du offline, de gérer du Li-Fi, etc. de manière efficace, on aurait juste un bookmark de plus au final. On n'aurait rien en plus à apporter, à part le fait que on n'affiche pas la barre d'URL, des choses comme ça. On n'aurait pas vraiment d'avantage pour l'utilisateur. Et enfin, pour le côté engagement, en fait, c'est le côté plutôt réengagement. Comment on redonne envie à l'utilisateur de revenir sur notre web app. Pour ça, on utilise la Push API, à ne pas confondre avec la Notification API que j'évoquais plus tôt. Notification API, c'est permettre d'ouvrir une notification système, qui s'intègre bien avec le système. Sur Android, sur toutes les plateformes, vous avez déjà vu des notifications, je pense, depuis le Windows Context. Donc, dans votre application, vous dites peut-être sur tel moment de l'interaction, etc., je vais lui afficher une notification. La Push API, c'est ce qui permet, de l'autre côté, d'envoyer l'information, d'envoyer l'aspect notification à notre web app. Donc, pouvoir maîtriser du côté back, etc., qu'on veut broadcaster les informations à nos utilisateurs. Et typiquement, en ayant ça, qui va utiliser la Notification API pour nous afficher une notification? On a la possibilité de redonner envie à l'utilisateur de revenir. Non. Pareil, on le fait de manière réfléchie. Alors, si on souffle un petit peu sur les braises du Fire, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc ça, pareil, donc c'est l'aspect Sphere School étendu sur 2 jours, sur quoi j'ai pas mal travaillé en début d'année. C'est également, si vous allez typiquement sur developer.google.com, vous creusez quelques minutes, vous arrivez sur ces sujets-là, vous voyez qu'il y a plus que la simple introduction. Donc, quand on commence à approfondir le sujet, qu'est-ce qu'on a? Sur l'aspect performance, on a de la performance. Loading et rendering, en fait, plein de sujets qui ne sont pas liés pour beaucoup aux nouvelles techno. Là, typiquement, on va parler d'une nouvelle techno, d'une nouvelle approche en tout cas, qui utilise les nouvelles techno, l'HTTP2, pas très nouveau. Mais c'est plein de bonnes pratiques du web qu'on est censé maîtriser depuis longtemps. Typiquement de la minification, savoir qu'on doit minimiser la quantité aussi de JavaScript, de CSS, d'HTML qu'on va écrire, parce qu'à chaque fois qu'on va en charger, ça ne va pas seulement consommer du réseau, ça va aussi demander à être parsé, exécuté, etc. Donc du JavaScript qui ne sert à rien, on le dégage. Et le résultat, on va le minifier, etc. Ça, c'est des choses qu'on connaît depuis très longtemps. Et ça fait partie de l'aspect PWA. Offrir la meilleure performance à l'utilisateur, la meilleure expérience à l'utilisateur, ça implique non seulement d'utiliser au maximum les nouvelles techno, mais aussi les anciennes. On va rajouter sur l'aspect intégration les device API. Donc on en a plein qui arrivent petit à petit. Et maintenant, on a quand même des technos qui sont bien adoptés par les browsers. Donc les device API, c'est tout simplement les API, les web API qui permettent d'accéder aux devices. C'est un petit peu un raccourci, un abus de langage. Donc accéder à la géolocalisation, accéder au Bluetooth, etc. On va aussi étendre un petit peu le sujet à des choses qui ne sont pas spécialement nouvelles, comme par exemple un link tel. Donc quand on peut utiliser un link, un A, une balise A, et directement, lui donnant un lien tel, demander à ouvrir directement l'application téléphone.
sur n'importe quel système. Ça aussi, ça fait partie de l'aspect intégration. Et on voit qu'il y a plein de sujets qu'on peut adopter. Alors, sur l'aspect fiabilité, on reste sur les service workers. Et au final, on se rend compte assez rapidement que les service workers, c'est un sujet bien complexe. On est sur un contexte de développement qui n'est pas celui auquel on est habitué dans le web. Non. On en reparlera tout à l'heure. Et enfin, si on veut véritablement approfondir le sujet sur l'aspect engagement, on doit parler du X. On doit parler d'expérience utilisateur. Je vous ai dit, on parle de nouvelles techno, mais il y a aussi les entre guillemets, vieux trucs qu'il faut garder en tête. Comment on va faire une bonne ergonomie, ça c'est un métier spécifique. Mais comment aussi on va faire des bonnes enquêtes de terrain pour véritablement réfléchir notre application. On va parler typiquement de Diamond Pattern, des choses comme ça. Comment on entretient une feedback loop constante avec les utilisateurs et comment on réagit à ces feedbacks, etc. Ça, c'est pas un truc qui est spécifique au PWA. Juste que si vous voulez prétendre faire une PWA, vous devez avoir tout l'ensemble de ces réflexions en tête, d'accord, pour mettre votre utilisateur au centre de l'application. Et donc là, aujourd'hui, si on veut pousser le côté trendy, fire, etc. jusqu'au maximum, je vais prendre donc 4 sujets. Donc, à chaque fois, comme je vous ai dit, qui ont eu un petit rebondissement récemment. Donc, sur l'aspect performance, on va parler PRPL pattern. Pourquoi? Parce qu'on a PRPL server, donc un aspect du Polymer Project. Polymer Project, à ne pas confondre avec la Polymer Librairie. Ce n'est pas parce qu'on parle d'un truc qui vient de Polymer que vous êtes obligé d'utiliser Polymer avec. Petite parenthèse. Polymer V3 est censé, a priori, être la dernière version de Polymer parce qu'il y a un choix derrière, avec justement les technos du web qui ont beaucoup évolué, de laisser de côté l'aspect grosse librairie quand même de Polymer et d'offrir quelque chose de beaucoup plus modulaire. Donc typiquement, on a lit.html pour faire le rendering, on peut utiliser lit.html tout seul, on a lit.element pour aider à faire des web components, on peut l'utiliser tout seul du moment qu'on utilise lit.html, etc., etc. Et je vais évoquer certains de ces aspects, et typiquement PRPL Server en est un qui va beaucoup nous aider à faire du PRPL pattern. Pour l'aspect intégration, on va se poser la question, est-ce qu'on doit et comment mettre nos PWA dans les App Store? D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle techno qui est arrivée sur Android dernièrement, qu'on appelle les TWA. Même s'il y a WA à la fin, ça n'a pas grand-chose à voir avec les PWA. Il y a eu un espèce de gros buzz dernièrement autour d'un article, etc. Et je vais en parler un petit peu. Donc, ensuite, sur l'aspect fiabilité, on va parler d'interaction entre le window context et le service worker. Je vous ai dit, service worker, il fonctionne à part. Et comment on fait en sorte d'avoir une bonne interaction avec notre contexte de développement au quotidien, là où on fait notre web app. Et encore une fois, pourquoi? Parce qu'il y a Workbox V4 qui est sorti très récemment, 27 février, et qu'il y a eu beaucoup d'évolutions avec Workbox V4, et que... Ouais. Micro mal placé. Bon, je me fais réparer un petit peu, mais je vais continuer à parler. Donc le Workbox V4 offre typiquement un nouveau package, c'est très bizarre comme situation, qui s'appelle Workbox Window et qui vous aide donc, en plus de vous aider à faire du service worker, ce fait traditionnellement Workbox, je vous recommande très vivement d'aller y jeter un coup d'œil, Workbox Window, donc il y a un package qui se fait dans le window context, donc là où vous avez l'habitude de développer, c'est mieux, merci, et donc qui va vous aider à faire ça. Et donc, dernier aspect, et je vais me dépêcher un petit peu parce que sinon je n'aurai pas le temps d'aborder tout ça convenablement. On va parler de comment on peut faire de l'authentification avec un minimum de friction. Typiquement, on va parler de Web Authentication API qu'on raccourcit en Web Authn. Pourquoi? Parce que le standard a été enfin validé, après beaucoup de temps, c'est supporté par les navigateurs déjà, par le W3C. Très récemment, là c'est même au mois de mars. Donc, encore une fois, de manière générale, même si vous suivez une formation de 2 semaines sur les PWA, ça sera juste une introduction. Pourquoi? Parce que, au final, PWA, comme je l'ai dit, ce n'est pas un ensemble de nouvelles technologies, ce n'est pas une nouvelle plateforme, ce n'est pas une nouvelle manière véritablement aujourd'hui de faire des web apps. C'est faire des bonnes web apps. Point barre. Et on a plein de ressources avec le terme PWA
qui nous aident à comprendre comment bien faire des web apps aujourd'hui. Donc, prendre le chemin d'apprendre les PWA, c'est juste prendre le chemin d'apprendre à faire du bon web dev. Voilà. Et ça implique, comme je vous l'ai dit, des anciennes pratiques, tout comme des nouvelles. Et donc, pour ensuite approfondir le sujet, vous pouvez... Alors, petit jeu des logos. Qui connaît ce premier logo? Je m'en doutais. C'est le WhatWig. C'est une organisation qui participe à la standardisation du web, de manière un petit peu plus communautaire et rapide que le W3C. Voilà. Donc, typiquement, vous voulez voir un petit peu quels sont les véritables standards du web. Vous pouvez aller consulter directement les choses sur le WhatWig et vous pouvez contribuer aussi. Tout se fait par GitHub. Deuxième logo, vous le connaissez. Qui peut me dire son nom? Allez, un petit peu de participation. Oui, toi, tu as l'air de connaître. Oui. Hein? Alors, c'est le logo du MDN. Voilà. Donc, MDN, c'est le... si vous faites un petit peu de développement web, vous êtes tous tombés dessus. Hein. Donc, un très bon espace de documentation du web fait par la Mozilla Foundation. C'est open source, c'est libre. Vous pouvez aller y contribuer. Typiquement, nous, on est francophone. Moi-même, hein, je l'utilise en anglais parce qu'on a souvent des problèmes de traduction. N'hésitez pas à aller contribuer dessus aussi. Et le dernier, par contre, je suis sûr que vous ne le connaissez pas. Il y en a un qui l'a déjà vu? Ouais? C'est quoi? C'est quoi alors le logo? Ok, tu avais envie de participer. C'est web.dev. Google a sorti, ça me fait bizarre, une nouvelle extension de domaine dernièrement, .dev, spécifiquement pour les développeurs. En contexte, on est obligé de faire l'HTTPS pour être dessus, etc. Et ils ont sorti le projet web.dev qui offre un bon espace de documentation autour du web. Typiquement, c'est un redesign de developers.google.com sur l'aspect web et qui est beaucoup plus agréable à utiliser. Donc, typiquement, quand on veut parler de PWA, etc., vous allez sur web.dev, en fait, vous voyez qu'il y a plein de sujets. On ne met plus en avant l'aspect PWA, mais quelque part, il faut avoir une maîtrise de l'ensemble de ces sujets-là pour faire une bonne web app, donc pour faire une progressive web app. Donc, allez, on rentre dans le vif du sujet. Alors ça me fait bizarre, le chrono est dans le sens inverse par rapport à ce que j'ai l'habitude. Donc 90 minutes, ok. C'est bon, je suis dans les temps. Donc, PRPL, ça veut dire quoi? On aime bien avoir des trucs en 4 lettres. Hein. Là, le problème, c'est que PRPL, c'est pas un truc avec un bon moyen mémotechnique. C'est pas un vrai mot. Hein. Même si on essayait de rajouter des voyelles dessus. Mais voilà, on a un truc en 4 lettres. Pareil, avec 4 petites images pour illustrer. Donc, 4 termes. Push, render, precache, preload, lazy load, pardon. Donc, qu'est-ce que ça signifie? En fait, encore une fois, c'est un pattern. Hein. Ce n'est pas une techno, ce n'est pas une approche, c'est l'association de différentes technos pour arriver à faire des bonnes performances sur le web. Donc, push, c'est là les 4 étapes de votre application. L'utilisateur arrive, qu'est-ce qu'on fait progressivement? D'accord? Progressivement, rien à voir avec PWA. Le terme progressif peut aussi être dans d'autres contextes que PWA. Donc, première chose, il arrive sur la page, il a demandé une page HTML. On va en même temps pusher les informations qu'il va avoir besoin avec cette page-là. Je vais vous expliquer après pourquoi. Ensuite, on va simplement rendre notre première route, donc afficher dans le navigateur ce qu'il faut. Ensuite, on va précharger les routes suivantes qui seraient susceptibles d'utiliser. Et enfin, on va permettre de lazy loader. Donc, au besoin, on va aller charger les bouts d'application que l'utilisateur a demandé. Donc ça met en interaction différentes technologies. Pour l'aspect push, en fait, on va utiliser l'HTTP2 server push. On va expliquer après derrière ce que c'est. Pour le rendering, c'est juste, on explique une étape de notre application. Il n'y a pas une techno en particulier. On fait du rendering, on affiche des trucs dans le navigateur. Ensuite, pour le precache, on pourrait aussi parler de preload d'une certaine manière, on va utiliser le service worker. On peut utiliser aussi le RED preload ou le RED module preload pour aller faire des préchargements. Et enfin, pour l'aspect lazy loading, on va faire des imports dynamiques. Et typiquement, on a une techno derrière là-dessus qui est les ES modules Dynamic Imports. Voyons un petit peu ça dans les détails. Donc, quand on fait du PRPL, on peut penser en fait notre application sous cette structure-là. Donc, évidemment, quand on veut utiliser une web app, la première chose qui se passe, c'est que notre client va demander une page HTML.
d'accord, au serveur. Et on va lui envoyer cette page HTML-là. C'est ce qu'on va appeler l'entry point. Ensuite, vu que nos applications web, c'est beaucoup de JS, on va charger ce qu'on appelle le shell, ce que je vous ai évoqué quand je parlais d'AppShell, donc la coquille initiale de notre application, ce qui est essentiel pour utiliser notre application, quel que soit le contexte, quelle que soit la route qu'on veut rendre, quelle que soit la page qu'on veut rendre. Évidemment, tout ça se fait dans le contexte d'une SPA, une Single Page Application. C'est pas on demande un HTML, on demande un autre HTML, etc. On charge un HTML et ensuite, tout part de là. Donc ensuite, mais on va avoir différentes vues à rendre. Et donc ces différentes vues vont être encore des fichiers JS séparés qui vont eux-mêmes charger les dépendances dont ils ont besoin. Donc là, ici, les lignes droites, c'est celles où on va directement avoir la dépendance. Donc on va directement demander à importer ce qu'il faut. Pareil, je vais détailler un petit peu. Et les lignes avec des pointillés, c'est quand on va charger à la demande. C'est l'aspect lazy loading. OK ? Donc, au passage, ça, c'est une illustration qui est prise depuis Google, justement sur l'article où il parle de PRPL. Si vous allez voir sur la page qui correspond, vous verrez que MyApp, ListView, DetailView, ce n'est pas des points JS, c'est des points HTML. Pourquoi ? Parce que quand on a parlé de web components au départ, etc., ce n'est pas quelque chose de nouveau, les web components, la possibilité de faire des extensions au navigateur, de définir ses propres éléments, etc. Un des aspects, c'était l'HTML import. Donc le fait de dire importer de l'HTML au besoin. Au final, ça, le standard n'a pas du tout avancé, etc. Il n'y a même aucune certitude que ça avance un jour parce que ce n'est pas la bonne solution. Donc aujourd'hui, on fait plus du chargement de JS via les ES modules au besoin, et c'est notre JS qui contient ou s'occupe de charger l'HTML qui correspond. Okay ? Typiquement, je pense que tout le monde a un petit peu mis les mains sur différentes solutions de rendering aujourd'hui, React, Angular, HTML, Polymère, etc. Vue, Knockout, peu importe. Toutes font un système comme ça. C'est le JS qui drive notre développement. Donc, pour le coup, je suis pas. J'étais assez fier quand j'ai fait ce slide vers les 3 heures du mat, parce que j'étais au bout d'une certaine expérimentation, etc., pour faire une petite conclusion sur cet aspect-là. Mais bon, ignorez le slide et je le trouve très très moche au final. Et puis en plus, il y a une petite erreur, je m'en suis rendu compte par la suite dans mon expérimentation qui s'est glissée. Mais l'objectif était simplement en fait de réfléchir véritablement à l'idée comment on gère notre UI shell, d'accord ? Où c'est qu'on va mettre dans ce cadre-là notre UI shell. Donc l'UI shell, je fais la distinction entre app shell, même UI shell, voilà, ce n'est pas un terme répandu, c'est tout simplement pour faire la distinction. Quand on parle d'app shell, si vous allez voir les documentations sur l'app shell, etc., généralement, même vous avez des images comme ça, il y a une confusion qui se fait entre ce que je vous ai expliqué, on a un bout de JS qui fait le code essentiel pour notre application, quel que soit le contexte, et il y a une confusion entre ça et l'affichage qui correspond au cadre de notre application. Parce qu'en plus, le terme shell, coquille, on se dit c'est peut-être juste la banner et le menu. Voilà. C'est pas l'idée derrière. L'idée derrière, c'est d'améliorer le first paint, d'améliorer quand on arrive sur une page. Quand vous êtes en 2G, vous demandez une application, il ne faut pas que le temps de chargement vers la totalité de l'application se passe juste sans aucune information à l'utilisateur. L'utilisateur attend, et au bout d'un moment, bim, c'est bon, on a l'application dans son ensemble. Le first paint qu'on doit avoir le plus tôt possible, c'est faire un premier rendering pour bien montrer à l'utilisateur, et c'est bon, je m'en occupe, ça arrive. Voilà. Qu'il sache qu'il se passe quelque chose. Donc le first paint à mettre en adéquation avec le time to iterative, donc le temps nécessaire avant de véritablement pouvoir utiliser l'application. C'est deux choses différentes dans le cycle de vie de notre chargement initial. Donc ça, c'est ce que je vais appeler l'UI shell, le côté juste la banner, le menu, etc., juste qu'on veut rendre initialement. Donc il y a un aspect UI, un aspect technique plus JS, etc. Mais en fait, est-ce qu'on va mettre notre UI shell dans l'entry point, dans le fichier HTML qu'on va charger au départ, ou dans notre app shell, le fichier JS qu'on va charger par la suite? En expérimentant en fait un petit peu, on peut confirmer la recommandation au départ de Google, de Mozilla, etc., qui est de dire que notre entry point, il doit être le plus léger possible. Pourquoi ? Parce que notre utilisateur, il va demander une page HTML,
on veut que cette page HTML, comme c'est le point de départ, il ne va rien faire avant d'avoir reçu ça. On veut que ça se fasse quasi instantanément. Et si on commence à mettre de l'UI un petit peu poussé, parce que c'est une part de notre application, dans ce fichier HTML-là, au départ, on va faire juste un petit peu d'HTML, et puis on va se dire qu'on veut rajouter du CSS, et on va peut-être rajouter une librairie CSS, du Bootstrap, du Material Design, des choses comme ça. Puis au bout d'un moment, on gonfle le truc, et il met du temps à charger. Donc, l'UI shell, y compris, doit aller dans notre app shell, le fichier JS qui est au départ. Ce qu'il faut retenir sur cette partie-là, notre fichier HTML doit être ultra minimal. J'ai déjà parlé au final de ce slide-là. Le deuxième aspect sur notre entry point, c'est de ne pas charger tous les polyfills comme un bourrin. Pour faire de la compatibilité avec les navigateurs, on fait des polyfills, donc quelque chose qui, via du JavaScript, en détectant qu'une certaine fonctionnalité n'est pas supportée par le browser, l'émuler via d'autres bouts de JavaScript, via d'autres fonctionnalités. Ça fait baisser souvent les performances de cette API-là, de cette solution-là. Parce que quand c'est directement fait par le browser, c'est beaucoup plus rapide que quand ça doit être fait par des bouts de JavaScript interprétés par le browser. Et puis, c'est du JavaScript en plus. Donc, c'est du temps de chargement, c'est du temps de parsing, etc. C'est du temps en plus qui ralentit l'utilisation de notre application. Donc, on ne va pas charger tout notre polyfill directement, on le charge conditionnellement, en testant ce que le navigateur de l'utilisateur a besoin. Là, j'ai pris typiquement, vous aurez compris, j'aime bien les web components et j'aime bien le Polymer Project, donc j'ai pris directement une librairie qui permet de charger une solution, qui permet de charger les polyfills qui sont nécessaires pour faire des web components, c'est 4 technologies derrière, de manière conditionnelle, donc qui est le web component loader. En chargeant en fait ce fichier-là, il va juste charger un fichier minimal qui va détecter et qui ensuite, au besoin, va charger les bons polyfills. Et aujourd'hui, dans la plupart des cas, on va dire 80% des utilisateurs, on n'a besoin de charger aucun polyfill parce que tous les navigateurs Evergreen gèrent les web components, les différentes technologies nécessaires pour les web components. Quand je dis Evergreen, tout le monde comprend de quoi je veux parler? Qui n'a pas compris le terme? Ok, d'accord. Vous savez, vous avez le droit d'interagir, vous avez le droit de m'engueuler parce que je n'ai pas expliqué un truc que vous ne comprenez pas. Evergreen, c'est les browsers qui se mettent à jour automatiquement. Ça aussi, c'est un gros gap pour le web. On avait une certaine lenteur au développement du web, etc., arrivée des nouvelles technologies, l'intégration dans les browsers et tout. Et en plus de ça, on avait une lenteur de l'adoption des nouvelles versions du browser par l'utilisateur. Le passage au browser Evergreen, donc Chrome, Edge, on peut dire qu'il est Evergreen aujourd'hui, c'est juste que sa mise à jour est conditionnée à la mise à jour du système, et du coup, il y a moins de mise à jour de Edge. Firefox, etc. Ils se mettent tous à jour automatiquement. Donc, on a très, très peu d'utilisation des versions précédentes. Si vous regardez les statistiques d'utilisation de Chrome ou de Firefox, vous avez la dernière version très présente, les prochaines versions, les Canaries, etc., un petit peu présentes, et les anciennes versions, quasiment personne ne les utilise. Et en ayant ce passage à l'Evergreen, on a les technos qui sont beaucoup plus adoptés par les utilisateurs. Donc quand on est dans le cadre des browsers Evergreen, tout va bien. Quand on est dans le cadre d'un browser qui n'est pas Evergreen, IE, on fait avec. Voilà. Et généralement, on a vraiment ce cap-là entre les deux. Il y a le monde et IE. Donc, parlons vite fait d'HTTP2. Donc, vous aurez compris, je suis orienté web. Ça n'implique pas que je suis un bon développeur back-end également. Donc, il y a plein de gens qui parlent d'HTTP2 bien mieux que moi. Je vais juste l'illustrer dans le cadre de notre utilisation qu'on va en faire ici. En fait, il y a deux choses qui vont nous intéresser dans l'HTTP2. La première, c'est le multiplexing. Pour faire très simple, le fait que quand on va demander des fichiers, on n'est pas obligé de charger une information par connexion. Typiquement, qu'est-ce qui se passe quand on arrive sur une page HTML? Notre navigateur va analyser cette page HTML et quand il va rencontrer un link pour charger un CSS, pour charger une fonte, pour aller charger un script pour charger du JS, etc., il va les charger à ce moment-là. D'accord? Et typiquement, on a notre page HTML et ensuite, il va faire plein d'appels différents. Mais avec l'HTTP2, on a la possibilité de faire tout ça dans une seule et même connexion. L'ouverture de connexion a un coût certain.
l'HTTP2 permet d'éviter ce coût-là. Et c'est ce qui a, typiquement sur le web, amené certains à dire c'est bien, on va pouvoir permettre de charger plein de tout petits fichiers, etc., parce que ça ne coûte rien. Ce n'est pas vrai. Il y a des limitations dans le browser. Typiquement, Chrome permet 6 chargements simultanés et ceux qui arrivent ensuite, il va les mettre en attente. Donc on a quand même une limite à ce qu'on peut faire en parallèle. Donc, justement, comme je disais, OK, on va se permettre de faire plein de fichiers différents. Qu'est-ce qui permet de faire ça? Les import-export. Les dépendances entre fichiers. Typiquement, avant même qu'il y ait eu un standard, on a le CommonJS qui est arrivé, plus pseudo-standard de fait, non pas un standard du web. C'est la méthode require, pour simplifier, pour ceux qui l'ont déjà vu. Pour ceux qui font du Node, vous la connaissez. Donc, ce n'est pas le standard qui a été adopté, ça n'a pas été la solution qui a été adoptée. Celle qui a été adoptée, c'est les ES modules, donc import machin from quelque chose. D'accord ? Donc, quand on envoie maintenant ces fichiers-là avec un import machin from quelque chose, du moment que notre quelque chose, le module specifier, en fait, est un chemin, on n'a pas aujourd'hui de solution pour faire les bare modules specifier, de dire import quelque chose from il y a des débats autour de ça. Il y a des bonnes pistes d'ailleurs autour de ça. Mais voilà, on va permettre, donc on charge le fichier, il va voir ça et le browser va savoir qu'il doit aller chercher cet autre fichier à cette URL-là. D'accord ? Comme quand il rencontre un link, comme quand il rencontre un script, encore, je bouge trop, comme quand il rencontre un script, etc. C'est vraiment perturbant. Avoir quelqu'un qui vous touche les fesses pendant un talk, c'est quand même spécial. C'est une bonne communauté. Pas tous les petits fichiers, on peut faire du roll-up, parcelle, notre projet. Parce que si on le fait sur la totalité de notre projet, on a un gros pâté qu'on doit charger au chargement de notre application. Et si j'ai évoqué, vous avez compris ce que j'ai évoqué. Donc, hop. Donc justement, quand on fait cet aspect bundling, pour illustrer avec l'exemple qu'on avait tout à l'heure, on va faire généralement 7 formes de bundling. Donc, on va avoir des dépendances communes en analysant notre arbre de dépendance dans notre application, ce que savent très bien faire des webpacks, des roll-ups, des parcelles, etc. On va être capable de déterminer qui a besoin de quoi. D'accord ? Et donc, on va être capable de déterminer des dépendances partagées et des dépendances qui sont juste spécifiques à une certaine vue. Et donc, en faisant ça, on va identifier ces dépendances partagées, on va les inclure dans notre shell. On peut décider que ce soit 2 bundles différents, un seul bundle, mais en tout cas, c'est des choses qu'on doit charger pour le démarrage de notre application. D'accord ? Et ensuite, on va faire juste des petits paquets qu'on va charger au besoin, et ça, c'est l'aspect lazy loading. Et donc, comment on va faire ça ? Avec les technologies d'aujourd'hui, encore une fois, on va utiliser une partie du standard ES module qui est les dynamic imports. Donc, j'ai évoqué import quelque chose from
votre module specifier, votre chemin, on n'a pas que ça pour faire de l'import, on a aussi le dynamic import. Donc ça ressemble un petit peu plus à require, hein, ça ressemble un petit peu plus au CommonJS. On a une méthode, import, qu'on peut utiliser dans notre JavaScript classique. Donc on peut mettre dans un if, qu'on peut mettre sur un clic, etc. Donc il va nous permettre, au besoin, à l'interaction de l'utilisateur, même on pourrait le mettre dans un catch en cas d'erreur, etc., de charger un certain bout de JS qui va nous permettre de faire la suite. Voilà. Et donc, voilà, ça nous permet de faire le lazy loading, avec un joli panda qui est très très feignant. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est une réflexion qui se fait avec la réflexion de l'user experience, etc. Et on doit, c'est pas juste, tout ne peut pas être automatisé, d'accord ? Même si aujourd'hui on a Webpack, on a Rollup, on a Parcel qui savent bien analyser notre bundling, ils ne vont pas pouvoir tout faire, d'accord ? C'est nous à réfléchir pour le comportement de l'utilisateur. Comment on va faire ces chargements-là? Et généralement, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail, encore une fois, en utilisant les différentes métriques qu'on peut avoir, les feedbacks des utilisateurs, les statistiques, etc. Le talk n'a pas encore été publié, mais il me semble qu'il l'avait enregistré pour YouTube. Vous pouvez aller voir GuessJS, un petit talk que j'avais fait au Meetup Nantes.js, le mois dernier. Donc GuessJS, qui est un projet à part, qui permet d'automatiser ça avec du machine learning, c'est cool, allez voir. Mais bon, voilà, c'est pas le sujet. Donc le lazy loading, justement, comment on va permettre quand même d'automatiser un maximum de choses? Ça se fait grâce, donc en Webpack, qui a déjà fait de l'Angular ou du React dans la salle? Ou du Vue, ça compte aussi. C'était pas un troll. Ok, super. Donc, vous avez pour l'ensemble beaucoup vu justement cette question du lazy loading. Quelqu'un peut me dire en Angular comment on fait du lazy loading? C'est quoi la différence, la grosse différence qu'il va y avoir quand on écrit notre code, quand on fait du lazy loading ou quand on n'en fait pas? Je vais répondre à votre place. Vous êtes timide, si? On les met dans des modules séparés, mais sur ton routage, il y a un truc en particulier à l'œil qui ressort directement. Tu lui donnes quoi sur ta route? C'est ça, c'est une magic string qu'on lui donne. Donc en fait, on ne lui dit pas directement c'est ce bout de JS que tu vas utiliser, parce que si on lui dit c'est ce bout de JS, et ça vaut pour toutes les solutions, hein. J'ai utilisé l'exemple d'Angular, mais c'est pareil avec quasiment tout le monde, c'est ce bout de JS que tu vas utiliser, si c'est ce bout de JS, ça veut dire que ce bout de JS, je l'ai importé. Donc ça veut dire que mon Webpack, mon Rollup, mon bundler va dans l'arbre de dépendance directement identifier que ça, j'en ai besoin. Donc il ne va pas en faire, à moins de faire une configuration nécessaire pour ça et tout, qui est un petit peu chiant à faire, il ne va pas le mettre dans un bundle différent. Justement, typiquement un Angular, il donne une chaîne de caractères pour faire ça. Et Angular, derrière, vu que c'est un framework, il va utiliser, si possible, les ES modules, les dynamic imports, donc pour le charger au besoin. Et si on a besoin de rétrocompatibilité, etc., ça va être un fetch. Et si on est sur IE, on n'a même pas le fetch, donc ça va être un appel Ajax, etc. Voilà, on a des solutions pour faire autre chose, mais l'essentiel, c'est on fait un appel HTTP, peu importe ce qu'on a derrière comme API dans le browser pour faire ça. Donc, là, un petit exemple, hein, donc encore une fois, un bout du Polymer Project, PWA Helpers, donc qui vous aide à faire plein de trucs, voilà, dont une question de routing. Et donc, comme l'idée derrière quand même le Polymer Project, c'est d'être le plus bas niveau possible par rapport aux standards du web, j'utilise ici pour vous donner une bonne illustration limite comment vous le ferez en vanilla. Il n'y a quasiment rien de spécifique là des PWA helpers dessus. Par contre, ça permet d'évoquer le fait que le terme PWA, vous le retrouverez pas mal sur le Polymer Project. Et si vous voulez commencer une PWA, expérimenter un petit peu, vous pouvez aller utiliser le PWA Starter Kit. Donc voilà, vous voyez une petite illustration, un import statique, entre guillemets, en haut, et des imports dynamiques au besoin. Donc là, on a un case en fonction de quelle est la location qu'on a. Ouais. Ça marche. Il n'y a pas de souci. C'est la loi des séries. C'est la loi des séries. Ah oui, ok, c'est bon. Donc voilà. Hop. Donc ça, c'est pour l'aspect PRPL. Encore une fois, hein, chaque aspect est une courte introduction à chaque sujet. Donc là, j'ai peu parlé de l'aspect
PRP, donc le deuxième P, le pre-cache. Pourquoi? Parce que ça aurait nécessité une demi-heure de plus, de vous parler de manière un petit peu approfondie du service worker, etc. D'accord? Donc, là, sur l'aspect HTTP2, enfin, je disais je vais. Donc, sur l'aspect HTTP2, c'est l'HTTP2 serveur push. Donc, ça, c'est le premier P. Donc, justement, donc là, on a une petite illustration. Donc, on est dans le cadre d'un multiplexing, mais notre client demande une chose au serveur. Bah, typiquement, pour nous, il demande un fichier HTML. Hein, et le serveur push va permettre de dire « OK, je te donne ça. Mais prends tout ça avec aussi, tu vas en avoir besoin. » Pourquoi on fait ça? En fait, on donne un ordre, une demande, ça reste une demande quand même, au navigateur de charger ces fichiers-là en plus, parce que si on ne le fait pas, le client, bah, comme je vous ai dit, hein, il va analyser l'HTML et quand il va identifier la bonne balise, il va la charger. Si on lui a déjà dit « prends ça et mets-le dans ton cache », quand il identifie, il a déjà. Donc on a gagné en performance. Donc on gagne en first paint, donc on gagne en time to interactive. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Ben, typiquement, on a une page HTML, on va directement identifier des JS et des CSS à lui fournir avec. Alors ça, quand on doit se le taper à la main sur un serveur HTTP2, on doit voilà, se faire du express, aller gérer cas par cas et tout. Non, non, c'est assez horrible. Alors, faut plisser un petit peu les yeux si vous êtes bigueux comme moi, mais donc on a un pseudo-standard qui est le push manifest qui nous permet de spécifier quel fichier on veut push. En fait, il permet de spécifier tout ce qu'on va avoir dans nos headers qui sont liés au serveur push. Donc, on va avoir le chemin vers le fichier, on va avoir le type de contenu, donc du style, si c'est du CSS, script, etc. On va avoir son cross-origin, donc la stratégie de chargement. Pareil, je n'approfondis pas ce sujet. Allez voir un petit peu comment ça marche. Parce que la problématique du multiplexing, c'est que si on ne gère pas bien ça, il va de toute façon nous ouvrir plusieurs connexions. Faire très attention à comment on va charger les fichiers. Et on a le wait, donc la priorité, si vous voulez. Ce n'est pas encore fait, ça. C'est juste anticipé dans le push manifest. Aujourd'hui, vous pouvez tout mettre à 1. C'est pareil, il n'y a pas de priorisation entre les différents push. Mais ça va arriver. Donc ça, c'était un push manifest pour une entrée. Donc on dit, là, pour ce truc-là, tu vas pusher ça. Non. Mais si on veut aller un petit peu plus loin et que ça sera beaucoup plus agréable, on peut utiliser un multi-file manifest format qui va nous permettre de dire, quand on va te demander ça, tu vas pusher ça immédiatement. Donc en fait, on va dire dans un seul et même fichier, pour tous les points d'entrée qu'on peut demander, toutes les différentes routes, hein, ou même si c'est, là, c'est pas forcément lié à une SPA, une PWA. Hein, si vous avez un site web avec différentes pages HTML qui se donnent des liens entre eux en pur hypertexte, etc., bah, vous pouvez aller spécifier à chaque fois les pushes pour chacun. Vous gagnez en performance au rendering de chaque page. Donc, pour faire ça, on peut utiliser différents outils. Heureusement, on n'a pas toujours à se les taper à la main. Honnêtement, il y a du travail encore à faire là-dessus. Personnellement, je continue à les écrire beaucoup à la main. Mais si vous utilisez juste, vous faites juste de l'HTML très simple, donc typiquement que dans votre fichier HTML, vous avez tout dit de ce que vous allez avoir besoin quand vous chargez cet HTML-là, bah, vous pouvez utiliser directement la CLI HTTP2 push manifest qui va vous permettre de générer directement un push manifest en analysant un fichier HTML. Donc il va aller voir les links, les scripts, etc. Et il va vous générer un push manifest pour ça. Quand vous faites de l'HTML simple, faites ça, il n'y a pas besoin de plus. Le Polymer CLI, encore une fois, pas besoin d'utiliser la Polymer Library pour utiliser le Polymer CLI, permet juste de rajouter un add push manifest et il va générer le push manifest si vous utilisez Polymer CLI pour faire le build. Voilà, il y a encore des améliorations à faire là-dessus si vous n'utilisez pas directement la Polymer Library quand même, soyons honnêtes. Donc c'est pour ça que j'ai encore beaucoup tendance à l'écrire moi-même, c'est que dans plein de cas, c'est quand même pas mal d'y réfléchir convenablement. Et donc, pour vous simplifier la vie, qu'est-ce qui va être compatible avec les push manifest? Mais on a typiquement PRPL Server, encore une fois, un projet de Polymer Project, dans le cadre du Polymer Project, donc qui est une solution très très simple, qui va vous permettre de charger un dossier, typiquement, bah, c'est un serveur HTTP, hein, tout bêtement, mais en prenant en compte la configuration que vous allez avoir avec. Donc le push manifest. Et comme c'est dans le cadre du Polymer Project, il prend un fichier polymer.json pour lui spécifier ce qu'il doit faire.
Donc, ce fichier polymère.json, alors pareil, hein, il y a Prettier qui est rentré là-dessus, donc quand on code, c'est bien d'avoir tout ça sur une ligne. Quand sur un slide, ça aurait été mieux de l'avoir sur plusieurs lignes. Donc, on a juste une configuration build qui va dire à Polymer CLI comment il doit faire notre build. Et là, typiquement, on a un exemple. C'est pas grave. Enfin, on a un exemple de differential serving où on va dire, pour les browsers, pour tel build, pour lancer tel build, je vais avoir besoin que le browser soit compatible avec ces trucs-là. Et donc, vous faites différents builds pour les différents browsers, et comme ça, vous optimisez un maximum votre capacité. Donc, typiquement, si le browser n'est pas compatible ES module, on ne va pas faire le même style de bundling. Si CIE, on va charger plein de polyfills et ça va de toute façon être lent, et puis basta. Bon, voilà. Donc, en fait, on précise donc un nom de build qu'on va faire et les browser capabilities qui vont aller avec. Donc, typiquement, là, on a un build qui a besoin du serveur push et de S 2015 et on a un build fallback qui a besoin de rien. On a tout transpilé, on a fait un maximum de compatibilité. Donc, on a différentes, pas grand-chose, hein, mais on a différentes choses qu'on peut dire. On a besoin de ce truc-là pour lancer ce build-là. Donc, le serveur push, le service worker, les ES modules et ES 2015 à 2018. Donc, là, on a une config complète, je passe les détails, etc. Mais vous pouvez aller donner directement cette configuration à PRPL Server. Donc, si en plus vous utilisez la Polymer CLI, vous avez un lien dans votre build. Et PRPL Server va permettre de faire ce differential serving. Donc, il va directement identifier quel browser m'a demandé ça. Et je ne vais pas lui donner la même chose suivant les browsers. Je ne vais pas lui donner le même build. Et en plus de ça, du coup, il vous gère le push manifest pour tous ces différents trucs. Gérer les deux en même temps, généralement, c'est assez compliqué. PRPL Server, vous êtes beaucoup à ça. On peut aussi faire du push manifest avec Google App Engine, donc juste avec HTTP2 push Google App Engine, j'aime pas dire les sigles. Vous avez une petite annotation à rajouter sur votre code, HTTP2 push, .push et votre manifeste, tout bêtement. Et il va savoir que pour cette requête-là, il doit faire les pushs suivants. Et vous n'avez pas à vous les écrire à la main. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect PRPL. Donc, pour synthétiser, un push, HTTP2 push, on peut utiliser, je recommande d'utiliser du push manifest pour ça. Rendering, c'est juste du rendering. Et pour le reste, on réfléchit bien à la modularité de notre projet et à comment on va le découper et le bundler. Oui. Avec alors, Nginx, alors il me semble, alors que je ne dise pas de bêtises, j'avais expérimenté ça, je n'avais pas trouvé de solution. Donc je ne vais pas te donner une réponse stricte, il ne me semble pas. J'en ai pas trouvé en tout cas, mais c'est peut-être parce que je n'ai pas passé assez de temps dessus. D'ailleurs, oui, je n'ai pas précisé aussi, PRPL Server, en vrai, lui tout seul, il ne gère pas l'HTTP2. Il faut lui donner un proxy dessus et typiquement, on peut utiliser NGHTTPX directement derrière. Et on a juste à le lancer comme proxy HTTP2. On fait souvent ça, de mettre des proxys HTTP2 pour faire la compatibilité. Il va analyser ce que renvoie PRPL Server et il va directement en faire un bon HTTP2. Et il me semble bien que Nginx peut fonctionner comme ça. Par contre, pour le push manifest en lui-même, je ne crois pas qu'il gère. Apache le gère. Pour une fois, voilà, on a une raison d'utiliser Apache. J'aime pas troller, c'était pas gentil pour Apache. Bon alors, pour l'aspect intégration, maintenant, on va se poser... Il y avait d'autres questions pour le côté PRPL ou on passe à la suite? Non? Ok. C'est bon, vous êtes toujours sur la digestion, là, je vous ai pas perdu avec la première partie, on peut continuer? Ouais? Allez, juste pour vous réveiller un petit peu, vous aurez remarqué, je n'ai pas du tout adapté les supports au thème d'aujourd'hui. Par contre, je ne sais pas si ça vous fait la même chose pour vous. Depuis que j'ai commencé à réfléchir un petit peu à ces supports-là, etc., j'ai le thème qui reste dans la tête. Ça vous fait la même chose pour vous? Il y a des fans de Kaamelott dans l'assemblée ou pas? Vous savez la solution pour s'enlever une musique de la tête? C'est de la chanter, ok? Donc, je vous proposais juste un petit peu ça. Je fais le début du thème, vous faites la suite. D'accord? Donc ça fait ta-da-da-da-da. Allez, on se réveille, quoi, s'il vous plaît. Ta-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da.
Ok, je ne vais pas vous affliger ça trop longtemps, mais au moins, voilà, ça vous réveille un petit peu, ça oxygène le cerveau, et ça donne pour la suite. On a 2 heures, on vient de passer la première heure. Alors, qu'est-ce qu'on a comme store aujourd'hui sur le marché? Allez, encore une fois, un petit jeu des logos. Qui me donne le premier? Windows Store, voilà, c'est bon, c'est facile, il y a logo dessus. Hein. Il y a un logo dans le logo, on a une inception de logo. Le deuxième, ah d'ailleurs, on n'a pas la bonne couleur, hein. On a genre un sac papier autour d'un logo Chrome. C'est quoi ça? Même si vous ne savez pas, vous pouvez le deviner. Hein. Le Chrome Store, exactement. Alors le troisième, par contre, je suis sûr que vous ne le connaissez pas. C'est le G Suite Store. C'est un store spécifique pour G Suite, pour Google Suite. Ensuite, l'autre, par contre, vous le connaissez tous. Voilà, le Play Store pour Android. Et le dernier, je crois que j'ai fait gaffe d'avoir vraiment la dernière version du logo. J'ai vu qu'il y avait des mises à jour. Je ne suis pas moi-même du tout un fan de cette plateforme-là. Enfin, c'est que généralement, je m'en fiche. Voilà, je ne suis pas un fanboy. Et je crois que pour ce domaine-là, il faut être un petit peu un fanboy. Donc, c'est quoi? Voilà, c'est l'App Store. Abus de langage. Hein, c'est pas pour rien que ça a été un petit peu les premiers à être populaires là-dessus. Hein. C'est l'Apple App Store. Donc voyons un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Bon, premier slide, justement, on va voir un petit peu chaque store, qu'est-ce qu'on peut faire avec pour mettre notre PWA dessus. Vous connaissez ça? Cordova? Ouais. J'aime bien. J'ai pas beaucoup de hochements de tête en mode ouais, je connais, j'en suis fier quoi. C'est ouais, je connais ça. Alors moi aussi, j'ai dû passer par là pendant une certaine époque. Honnêtement, j'étais très fan à l'époque parce que justement, je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont dû faire du Cordova à leur début, mais il y avait une petite phrase dans la documentation qui étrangement a disparu depuis parce que Cordova existe toujours, qui disait que c'était pensé comme une solution temporaire pour pallier au manque d'API dans le web pour accéder aux natifs. Donc typiquement la géolocalisation, voilà, toutes les device API qu'on a aujourd'hui. Cordova a été mis en place à la base pour vous aider à ça. Donc pour faire le passage temporaire tant qu'on n'a pas les PWA en fait. On les a maintenant, c'est bon. Donc alors, pourquoi on fait encore du Cordova? Cordova, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une web app, la wrapper dans une application native, très très minimaliste. Voilà. Et donc, il va générer différents wrappers, différents APK, PPX, etc. pour les différentes plateformes, et vous permettre d'avoir l'illusion d'une application native avec du web dedans. C'est pas foufou parce qu'on a des mauvaises performances, on n'a pas une bonne intégration dans le système, etc. Mais pendant une période, ça a été une très bonne solution pour pouvoir faire du multiplateforme avant qu'on ait des solutions comme par exemple React Native qui aujourd'hui génère véritablement du natif. Et il n'y a plus besoin de wrapper du web. Mais si vous avez une web app, que vous voulez la mettre sur le App Store, sur le Apple App Store, c'est encore la meilleure solution aujourd'hui. Voilà. Apple n'est pas un gros fan de PWA. On va en reparler. Donc voilà, on commence avec ça. OK, donc les stores, on est quand même mal parti. Allez, on va parler du Windows Store. On va remonter un petit peu. Windows, dès le départ, a communiqué en tout cas pas mal autour du fait qu'il était assez fan des PWA et qu'il voulait directement intégrer ça dans son store. Donc, c'est assez facile de construire une app Windows à partir d'une PWA. Je vous passe les détails, vous les retrouvez dans la documentation. On a juste différentes étapes à passer. La première, c'est de créer un manifeste, mais on n'est pas sur le manifeste d'une PWA. Hein. On doit faire un manifeste pour Windows, donc un AppX manifeste, même ça ressemble beaucoup au manifeste qu'on a de base. Donc, on va s'écrire, on va mettre les informations de notre projet. On peut générer directement ce AppX manifeste grâce à Visual Studio. Donc, on crée notre projet, on va générer le fichier XML, on met les infos qui manquent et on va tester donc en faisant un build et un run de notre solution. Donc, tout ça avec Visual Studio. Ensuite, on doit réserver le nom de notre application. En fait, pareil, hein, c'est une espèce d'abus de langage marketing chez Microsoft pour dire qu'on doit créer une app sur le store. Donc on crée cette app, on va avoir des informations en plus qu'on doit mettre dans notre AppX manifeste, et comme ça, on va pouvoir avoir un AppX manifeste complet qui va nous permettre de builder et de publier sur le store.
Donc voilà, dit comme ça a l'air assez long, mais au final, c'est quand même assez simple et assez rapide. Bon, évidemment, on a besoin d'être sur de Windows, hein, d'utiliser les outils de la plateforme. Et on a un petit outil qui s'appelle PWA Builder, avec une CLI qui va nous permettre directement de faire notre build. Donc on a notre web app avec l'appx manifest, et à partir de ça, il va créer un appx donc, qui est une application Windows. Donc voilà, c'est un petit peu lourd quand même, hein, on a quand même des choses à faire. On a ça où il y a un truc pourquoi Bing est cool. Voilà. En tout cas, si on le voit comme ça. Bing, il va directement analyser le web pour plein de solutions, c'est Microsoft, hein, c'est pas juste le côté moteur de recherche. Donc, il permet d'améliorer Azure, ce qui est pas mal cool quand même. Et il permet typiquement de détecter qu'il y a tel PWA et de la packager pour vous. Voilà. Honnêtement, je n'ai aucune idée quels sont leurs véritables critères derrière. Il y a des PWA qu'on ne retrouve pas sur le Windows Store automatiquement, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Mais il faut savoir que si vous publiez une PWA sur le web, il est possible qu'à un moment, elle se retrouve sur le store. Voilà. Juste automatiquement. Donc, ensuite, si on parle du Chrome Web Store et du G Suite Marketplace, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, alors, pourquoi on ferait des trucs pour ces plateformes-là? Donc, alors, si on prend la documentation, le marketing autour, donc le Chrome App Store pour délivrer une expérience comparable à une application native. Ça me rappelle un truc quand même, jusque-là. Mais bon, si vous utilisez Chrome, vous avez ce petit bouton qui vous permet de voir des applications qui ressemblent à des natifs et qui sont faites avec des web technologies. Passons. Le G Suite Marketplace, donc trouver et installer directement pour votre domaine, donc l'ensemble de votre organisation, qui utilise donc les solutions G Suite, Google Office, etc. Des applications web qui interagissent avec G Suite. Donc, a priori, c'est juste pour les trucs G Suite. Mais bon. Donc pour faire ça, on a besoin de faire de créer un Google Apps Script Project, d'écrire du GS, qui ressemble beaucoup au JS, mais qui n'en est pas, dans un éditeur qui est ce qu'il est, et d'avoir un doGET. Voilà. Et à partir de là, si on regarde la documentation, on peut publier une web app, donc en fait, c'est une Google Apps Script web app, sur le store. En même temps, si vous êtes arrivé à ce moment-là de la documentation et que vous n'avez pas vu ça, c'est que vous avez un problème de vue. Maintenant, ça, c'est affiché en gros sur toute la documentation du Chrome App Store. Chrome App Store, ça ne va plus être pour Chrome, c'est pour Chrome OS. Voilà. Maintenant, ça va être le store pour Chrome OS, spécifiquement. Les applications web, comme je les évoquais là à l'instant, ne sont plus supportées véritablement sur Windows, Mac et Linux. Soit vous faites des extensions au browser, donc dans ce cas-là, si vous avez fait du développement spécifique pour Chrome, vous ne faites pas une PWA, d'accord? Et soit c'est que vous voulez faire un truc pour Chrome OS. Et que Chrome OS a quand même été le premier système desktop à intégrer les PWA. Donc, vous n'avez pas, a priori, une nécessité absolue de le faire. On verra tout à l'heure pourquoi on fait ça. Si vous continuez dans la documentation, vous voyez que, tiens, ils nous disent que pour faire une PWA, pour transformer notre solution en PWA, il y a Caterpillar qui peut être un bon outil. Et que dans le futur, a priori, les Progressive Web Apps seront de toute façon compatibles avec tous les desktops. Donc, on n'aura pas besoin de faire ça. En fait, c'est entre-temps, même ce message-là n'est plus vraiment à jour. Aujourd'hui, si on pense à Chrome, l'instabilité, etc., le côté PWA est totalement compatible avec tous les desktops. Linux, Chrome OS, bien entendu, Mac OS X et Windows. L'ordre n'était pas réfléchi. Donc voilà, au final, ça, on jette, pas besoin. Google Play. Alors, pourquoi ça fait un petit peu le buzz en ce moment? Parce qu'il y a eu un article de Maximilio Firtman, voilà, j'oublie toujours les noms de famille des gens, donc qui a écrit cet article. Le Google Play Store est maintenant ouvert au PWA, avec un joli petit smiley derrière. Donc voilà, c'est incroyable, ça fait une éternité qu'il y avait plein de gens qui attendaient ça, etc. Si vous regardez l'article, alors je précise, je discutais un petit peu quand même avec Maximilio, on a des différents points de vue. Par contre, mon objectif n'est pas du tout de le tracher ici. L'article est très bon. Simplement, vous regardez en fait, par rapport à ce titre-là, le temps de lecture qu'il faut pour cet article. 19 minutes. A priori, c'est qu'il y a peut-être plus que ça. Il y a peut-être plus qu'une juste annonce. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a l'apparition des Trusted Web Activities. Trusted Web Activities, c'est quoi? C'est un truc qui permet une interaction entre Chrome
et enfin les browsers, il y a une volonté quand même de standardiser ça, et les applications système. Aujourd'hui, Android, il y a une volonté de standardiser ça. Donc, jusque-là, avec Android, on n'avait que 2 solutions pour afficher du web. On a les WebView, sachant que le gros des avantages des WebView, c'est que quand même elles sont sandboxées, donc ce n'est pas le contexte du browser de l'utilisateur. Il n'y a pas ses comptes, il n'y a pas... Voilà, toutes les informations qu'il a déjà, son historique, etc., vous ne pouvez pas en bénéficier. Juste, vous voulez afficher du web. Point barre. Et de l'autre côté, on a les Custom Tabs, donc qui permet d'ouvrir une tab Chrome, d'accord, à partir de votre application Android. Mais quand même, le désavantage, c'est qu'on a cette interface-là. C'est une tab. On n'a pas la sensation d'avoir une continuité entre les trucs qui viennent du web et les trucs qui viennent d'Android. Donc, les Trusted Web Activities, c'est donc cet aspect trusted, ça c'est la nécessité. Pour pouvoir ouvrir une Trusted Web Activities, il faut que ce soit quelque chose auquel on puisse avoir confiance venant de l'application. Donc il faut pouvoir prouver que c'est le même développeur derrière entre la web app et l'application Android. Et donc ça va nous permettre du coup d'offrir cet avantage que c'est du web, comme vous en avez l'habitude. Vous gardez le contexte utilisateur, etc. Vous avez tous les avantages comme si vous ouvriez dans Chrome, mais avec une bonne interaction entre les deux. On a résolu un petit peu le lien entre le développement natif Android et le développement web sur Chrome. Donc, si on regarde un des premiers liens qui a été mis justement sur cet article pour donner des ressources d'approfondissement, etc., on peut voir les Trusted Web Activities, ce n'est pas un truc nouveau. C'est un truc qui est arrivé, là on voit justement les premières annonces 31 mai 2018, et donc Pete Lepage, qui est un advocate chez, je crois advocate, chez Google, quand il fait la petite annonce, quand on a plein de news comme ça sur YouTube par rapport à différentes évolutions, c'est pas sympa de m'avoir fait ça, différentes évolutions de leur solution, pour introduire ce côté Trusted Web Activities, j'ai bien aimé en faire un petit gif, donc il est bien dit dedans, ce n'est pas un truc qui est destiné à juste wrapper votre web app et juste la mettre dans le store. D'accord ? C'est vraiment une solution qui vous permet de résoudre le lien entre, qui est pensé en tout cas pour ça, qui résout le lien entre votre développement natif Android et votre développement web, et donc d'avoir une expérience optimale. Et si on va un petit peu plus sur les autres équipes de Google, etc., donc Paul Kinnan, qui est typiquement sur Chrome, qui dit, pour résumer, que là, c'est dans le cadre d'une discussion sur les outils qui permettraient de directement faire ce qu'on veut en termes de TWA, etc., si on suit l'article, de wrapper justement des applications. Quelles sont les automatisations qu'on pourrait avoir là-dessus ? Parce que bon, c'est pas très long, c'est pas beaucoup plus complexe que ce qui se fait avec le Microsoft Store, typiquement. Mais il y a plein de choses quand même auxquelles penser si on veut faire ça. En fait, dans ce contexte-là, l'idée derrière, c'est quand même de dire qu'on doit avoir un niveau de qualité de notre web app, si on veut l'avoir avec une TWA, qui soit dans le respect des pratiques PWA, justement. Et tant qu'on ne pourra pas automatiser cette vérification, et aujourd'hui, on n'a pas de solution. Vous pouvez utiliser Lighthouse pour analyser quel comportement de votre application, etc. Ça ne peut pas garantir non plus un certain niveau. Juste, ça vous donne des métriques. Tant qu'on n'aura pas ça, a priori, ils ne sont pas partants pour aller sur une solution automatisée. Donc voilà, mon point de vue, petite mise à jour sur le titre de cet article. Je sais qu'il n'est pas d'accord avec ça, mais moi, en tout cas, je trouve que c'est le cas. C'est aujourd'hui utiliser TWA pour wrapper notre web app et la mettre sur le App Store. C'est le meilleur hack qui existe aujourd'hui. Mieux que Cordova, etc. On n'a pas un support des Web APK directement sur le Google Play Store, mais c'est un pas en avant, en tout cas, si on veut mettre sur le Play Store. Mais pourquoi on voudrait mettre des trucs sur le store, sur un App Store ? On a du web. Pourquoi on veut mettre ça ? Alors, pourquoi on nous demande toujours de mettre les PWA sur le store ? Donc, si on va un petit peu justement sur la documentation que je vous évoquais au début par rapport au Microsoft, donc il nous avance 4 avantages. En voyant un petit peu ces avantages, réfléchissons-y. Et je l'illustre avec d'autres sources. Donc, déjà, la discoverability, donc de savoir facilement que votre app existe, etc. Si on cite, alors là c'est pareil, c'est tiré d'un vieux truc sur le Chrome App Store, justement, que les liens, c'est pas spécialement facile à partager.
C'est Google qui le dit. C'est bizarre quand même, hein. Donc quand même, sur le web, on veut découvrir une application, ben, on cherche dans Google, dans DuckDuckGo, dans Bing, dans le moteur de recherche que vous voulez. A priori, notre solution, vous voulez utiliser Spotify, vous cherchez Spotify, vous avez le premier lien qui sort, vous arrivez sur Spotify, vous arrivez sur la PWA. Comparez ça à discoverabilité du store. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est des développeurs, hein, ou en tout cas, on évolue dans l'informatique. Justement, comme on est des développeurs, je pense que chacun est développeuse. J'aime pas justement dire ça. Je préfère l'anglais pour ça. Développeur, il faut l'entendre en anglais quand je dis ça. Donc, on a chacun été confronté à devoir aider la personne dans notre entourage qui ne l'est pas, avec typiquement son Android, son iPhone, etc. Hein. Donc, tati, tonton, mamie, papy, le copain, la copine. On voit qu'il y a un gap. Hein. Il y a des trucs qui nous paraissent évidents et il y a un gap. Et la montée en compétence sur un store, elle n'est pas évidente au final. Il y a une familiarité à avoir dessus. Donc, il y a quand même une certaine limite à la discoverability que nous offrent les stores. Ensuite, trustworthiness, donc le fait de pouvoir faire confiance à une application qui vient du store. C'est pas très très vieux comme article ça. Hein. Donc TechCrunch qui a été capable d'identifier que via une nouvelle justement API solution, je suis pas développeur iOS donc j'aurais pas trop en dire plus, que sur typiquement l'application Air Canada et d'autres, capturer tout votre comportement sur leur application, le sauvegarder et donc capturer, hein, c'est vraiment capture d'écran. Donc était capable de voir, vu que c'est de la vidéo, imaginez c'était une application bancaire, ça aurait été très très grave, hein, avoir le mot de passe, etc. Mais voilà, tout ça a été stocké sans le communiquer aux utilisateurs. Donc ils ont fait un retour en arrière, se sont excusés et dit que dans leur politique du store, maintenant si cette fonctionnalité était utilisée, on devait notifier l'utilisateur et tout. Donc en fait, cet aspect trustworthiness, ça se base sur un truc de dire on a une politique à respecter pour pouvoir être publié sur le store. Sauf qu'il y a trop d'applications pour pouvoir vérifier que toutes les applications le respectent. Donc, il y a toujours une limite. Sur le web, on a cette limite aussi, hein, forcément. De base, on ne peut pas faire confiance au truc. Par contre, sur le web, on a quand même une grosse évolution là-dessus, avec l'HTTPS, avec Mozilla, Chrome, etc., qui nous donnent des messages de dire « Attention, c'est peut-être du phishing, ce site, c'est peut-être de l'URL hacking, etc. » Voilà, on a ces avertissements-là. Les stores, forcément, ils arrivent toujours un petit peu après parce que il faut que l'information soit remontée. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de grosse différence là-dessus, il n'y a pas un avantage pour l'instant. Ensuite, simplicité d'installation. Alors là, je prends l'exemple justement que vous pouvez retrouver quand on parle de compatibilité avec les desktops, les PWA. Spotify. Comment on installe la PWA Spotify sur un desktop? Vous avez déjà ouvert la PWA dans votre browser, vous appuyez sur ce bouton, c'est bon, c'est installé en microsecondes. Je vois difficilement plus facile. Et ça, c'est ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec les PWA. Un store, vous avez le process du store. Bon, allez, quand même. En vrai, il y a des limites. Évidemment, elles viennent d'iOS. Aujourd'hui, le process d'installation d'une PWA sur iOS, il faut partager la web app, déjà bizarre, et ensuite, on partage avec d'autres solutions et on voit qu'en fait, on peut aller sur le Add to Home Screen. Et là, on a pu installer la PWA. Là, c'est vrai que niveau facilité d'installation, mieux vaut passer par le App Store. Voilà. Mais OK, bon, j'ai dit que les désavantages. J'ai enlevé tous les arguments. Pourquoi, du coup, on continue à le faire? On continue à nous le demander. C'est là où les gens sont. Ça fait des années qu'on pousse les gens, qu'on apprend aux gens qui utilisent du mobile, et même maintenant avec Windows, etc., que si vous voulez une application, il faut passer par le store. Donc les gens, ils ont pris l'habitude. Donc ils pensent application, ils cherchent sur leur store. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, PWA, c'est un principe qu'on retrouve, en tout cas Installable Web App. Beaucoup de développeurs web en sont déjà conscients, que ça existe en tout cas. Donc quand ils ont le petit install prompt, etc., quand ils voient un bouton comme ça sur Spotify, etc., c'est bon, on est capable de le faire. Des fois, on va réfléchir, de se dire « Ah, je vais peut-être utiliser la web app avant, etc. » Donc je vais chercher sur Google un autre moteur de recherche. Voilà. Grand public, faites le test. Demandez à votre entourage qui n'est pas dans notre secteur combien de Add to Home Screen ils ont fait. Combien de web app install ils ont fait? Généralement, la réponse est 0. Donc, on a passé un petit peu le cap sur le côté pure introduction à la communauté, à notre communauté. Maintenant, il faut passer un cap sur les autres. Donc, c'est pour ça qu'on nous demande ça. On se dit, si on fait une web app, si on veut attirer les gens vers notre web app,
Il faut passer par un store, parce que c'est les habitudes des utilisateurs. Mais au final, qu'est-ce que vous voulez, véritablement, si vous projetez un petit peu dans le futur? Vous voulez une plateforme qui est faite pour avoir une certaine isolation, respecter au maximum votre vie privée, typiquement grâce à Mozilla, et qui se fait par un débat entre différents créateurs de solutions, des Google, des Mozilla, etc., et des organisations et la communauté. Tout le monde peut contribuer, je vous l'ai dit, par exemple, au WhatWig. Hein, tout le monde peut contribuer à la standardisation du web. Est-ce que vous voulez ça ou est-ce que vous voulez le truc à droite, où c'est une entreprise qui décide en interne, même si c'est une entreprise qui est très ouverte, etc., comme Apple et comme Microsoft s'améliorent là-dessus, de avoir une interface avec les utilisateurs, etc., les développeurs. Ça reste que ce n'est pas une décision collective. Voilà. Donc, je ne rentre pas non plus dans ce débat-là, parce qu'après, on arrive sur des trucs limite conspirationnistes, mais il y a un choix quand même à faire, il y a un choix de ce qu'on veut avancer. Et ce choix-là, est-ce que vous voulez vraiment encore mettre en avant passer par le App Store, etc., par les App Store pour mettre en avant votre PWA? Mais si vous faites le choix dans votre entreprise, sur une solution, sur un produit, de vous orienter sur le développement web, adoptez-le à fond. Embarquez le marketing de l'entreprise, embarquez les commerciaux, etc. Et dire, votre communication, elle doit tourner autour de notre web app. Voilà. Et en faisant ça, avec plus d'entreprises qui commenceront à le faire, etc., on aura une meilleure adoption du web. Et peut-être qu'on aura un nouveau gap qui se passera par rapport au natif. Bon, allez, en vrai, OK. Je vous ai quand même montré les hacks, ce n'est pas un hack pour Microsoft, pour tous les autres, c'est des hacks, qui peuvent permettre de faire ça. On peut encore se permettre de le faire, on ne va pas non plus être dogmatique. Des fois, il y en a besoin. OK. Juste, c'est d'éveiller votre conscience à l'aspect qu'il ne faut pas que ce soit systématique. Les stores, ce n'est pas systématique, et ça doit être réfléchi. Et ça doit embarquer l'UX, ça doit embarquer aussi la réflexion autour du produit, etc. Sinon, ça peut être contre vous. Au final, vous pouvez perdre de l'adoption en allant sur le store. Vous pouvez regarder des articles là-dessus. Il y en a qui ont perdu de l'adoption en allant sur le store parce que, au final, les résultats de recherche, etc., renvoient plus sur le store. Et que du coup, les gens, plutôt que d'aller sur le site en se disant « c'est bon, j'ai un site, je veux pas l'app, je veux un site », ils voient qu'il y a une app, puis ils se disent « ok, non, je vais chercher la concurrence ». Ça arrive. Donc, allez, on revient à quelque chose de plus technique. Si on parle de fiabilité, donc, alors, les deux derniers sujets sont plus rapides. Hein. Si on parle de fiabilité, donc je vous ai dit, c'est essentiellement une question de service worker. Donc le service worker, c'est quoi? Je reprends ce que je disais au début. C'est donc un web worker qui fonctionne en dehors du window context et qui va vous servir de proxy, entre guillemets, entre votre application, le web, l'HTTP, de manière générale, et un cache. Donc, les 4 caractéristiques principales des service workers, c'est que ça va être non bloquant, c'est-à-dire, je vous ai dit, c'est pas un service worker, c'est un web worker. Donc, il n'est pas dans le thread de rendering, il n'est pas dans le même contexte que le window context. Comme ça, en fait, quand vous faites un comportement qui va être lourd, vous ne bloquez pas le rendering. C'est deux choses séparées. Vous pouvez utiliser des web workers sans faire les service workers. Service worker est un cas particulier. Ensuite, du coup, il n'a pas d'accès au DOM. C'est logique, ça découle directement du premier point. Vous ne faites pas du rendering dans un service worker, vous ne faites pas du rendering dans un web worker, vous faites un sujet particulier. Ici, c'est le réseau. Donc, il est purement asynchrone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines API qu'on va avoir pour faire du synchrone, typiquement XHR synchrone, etc., on ne va pas les avoir. Tout est asynchrone dans le service worker. Et enfin, si vous voulez avoir un service worker qui marche, il faut être dans un secure context. Donc, secure context, vous allez voir la documentation sur MDN, etc. Ça se résume, et pour l'essentiel, à un point, utiliser de l'HTTPS ou être en localhost. Donc, si vous n'avez pas de HTTPS, votre service worker, il ne fonctionnera pas. Donc, le support, cette capture d'écran n'est pas à jour. Mais bon, l'idée est pareille. Donc, Evergreen Browser, tout le monde est OK. C'était déjà le cas. Du coup, je n'ai pas les notes, parce que je n'ai pas mes télécommandes, mais c'est septembre. Je crois que c'était en septembre que j'ai fait cette capture. C'est déjà le cas en septembre. Ça l'est toujours aujourd'hui. Et IE, évidemment, il n'arrivera pas. Donc, du coup, je vous ai dit, on n'a pas de browsing context dans le service worker. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas accès à Windows.
okay, là où vous développez votre application de manière générale. On va avoir un autre mot-clé qui va remplacer le window, le contexte global, qui va être d'utiliser self. Juste dire, c'est ce service worker, c'est le contexte de ce service worker que je gère. Voilà. Donc pour utiliser un service worker dans le window contexte, on va dire, on va utiliser donc le navigator.service worker, on va lui dire d'enregistrer ce fichier comme étant le point d'entrée pour le service worker. D'accord ? Donc généralement, je dis le point d'entrée, généralement ça peut être un gros fichier qui contient tout, des fois il y a du bundling avec les imports, bref. Voilà. Généralement, un ES module, c'est service worker, il y a même compatibilité, donc on peut utiliser les ES modules dans les service worker. Donc, c'est pas forcément une bonne idée. Donc en faisant ça, voilà, beaucoup de temps, ça va être quasiment la seule chose, en tout cas quand on démarre, qu'on va faire dans le window context par rapport au service worker. Charge ça et démerde-toi. Voilà. Vu qu'il est dans un contexte différent, il se gère dans son coin. Il voit passer des trucs que fait le window context, mais il n'a pas à directement interagir obligatoirement avec le window context. Voilà. Vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas besoin d'envoyer un ordre au service worker pour lui dire de mettre en cache, quelle stratégie il doit avoir. Vous n'avez pas besoin d'envoyer cet ordre-là, c'est fait partie du code du service worker. Voilà. Par contre, non, ça je passe. On va avoir quand même certaines problématiques qui peuvent être bien à gérer dans le window context parce que c'est là où on a notre application. Okay. C'est là où on a notre application. Je vérifiais juste l'heure parce que j'avais l'impression qu'il était en panne. Donc, comment ça se passe un service worker quand on doit le charger? Donc, on va avoir 3 états pour synthétiser. On va avoir le service worker qui s'installe, d'accord? Et ensuite, on va avoir, là je vais en parler que de 2, on va avoir le service worker qui s'active, donc qui va voir passer les choses que fait votre application actuellement en browser. Donc typiquement, vous pouvez faire un exercice très très con, j'aimais bien qu'il avait été mis sur justement notre school, de dire au service worker, à chaque fois qu'on va demander une image, tu renvoies 7 images de petits chats. Donc c'est un bon exemple de comment le service worker fonctionne. Hein. Si vous codez un truc comme ça dans le service worker, votre browser, peu importe l'image qu'il va demander, le service worker il va toujours lui renvoyer la même image de petit chat. Voilà. Donc il va gérer pour ce contexte-là. Quand vous faites le register, il s'enregistre pour votre onglet et les autres pour le même domaine. Voilà. Donc ça, c'est la première installation. L'utilisateur vient pour la première fois sur votre site, ou alors c'est la première fois qu'il vient depuis que vous avez mis un service worker sur votre site. C'est straightforward. Hein. Il s'installe, il s'active, point barre. La problématique, c'est comment ça se passe quand vous faites des mises à jour. Vous avez modifié le code de votre service worker, et la nouvelle version du service worker doit prendre la main sur votre application. Vous avez modifié votre stratégie de cache, etc. Donc, en fait, comment ça se passe? Comme le service worker, c'est quelque chose qui reste actif, une fois que l'utilisateur va charger votre nouvelle version du site, il va d'abord charger à chaque fois ce qu'il y a dans le window context. Et là, il fait le register de votre service worker. Le browser voit que c'est une nouvelle version. Il va installer cette nouvelle version et cette nouvelle version va se mettre en attente. Elle n'est pas directement active. Vous n'allez pas directement avoir votre nouveau service worker par défaut. Donc, ça va être une fois que votre service worker précédent se désactive, donc typiquement par défaut quand vous fermez votre application, que la nouvelle version du service worker va pouvoir s'activer. Donc quand l'utilisateur va réouvrir cette application, il va avoir la nouvelle version du service worker. Évidemment, il y a des codes qui permettent de gérer cette stratégie de waiting, etc. Voilà, vous pouvez skipper l'attente. Il y a différentes stratégies et ce cycle de vie, il n'est pas simple. Comme beaucoup de sujets, au final, sur les services workers. Donc, ça fait partie des choses pour lesquelles vous avez Workbox. Donc là, un petit peu la librairie de référence quand vous voulez faire des services workers. L'idée quand même derrière est de vous simplifier justement les services workers. Encore une fois, toutes ces questions stratégiques, etc., il y a une certaine montée en compétences à faire, il y a un certain vocabulaire et tout. Et service worker, vous pouvez tout péter. Donc, cette librairie est là pour vous aider là-dessus. Jusque-là, il ne faisait rien pour le window context. Maintenant, on a un package pour ça. Donc, l'objectif de ce package-là,
Workbox Window, ça va être de vous simplifier justement la gestion depuis le Window de l'enregistrement de votre service worker et de la gestion des différentes étapes de son cycle de vie. Parce que peut-être que quand vous installez votre application, vous voulez afficher un message, il y a une nouvelle version de l'application qui est arrivée. Vous voulez notifier que vous devez recharger la page pour activer cette nouvelle version, etc. Donc, évitez également de faire les erreurs qu'on fait traditionnellement. Et le dernier point, faciliter la communication entre le window context et le service worker. Donc, comment on fait ça? On va aller regarder, en fait, je ne suis pas du tout moi-même GDE. Par contre, j'ai un GDE qui m'a remonté dernièrement que dans leur discussion chez Google, il faut savoir que Workbox vient de chez Google, en tout cas qu'il avait l'impression que Workbox bougeait pas beaucoup en termes de communication. La librairie avance. Voilà. Typiquement, on a le V4 qui est sorti, il y a le V4.1 qui est sorti directement derrière, etc. La solution avance et de mieux en mieux. Par contre, en tout cas, au niveau mise en avant, on m'a remonté qu'il n'y avait peut-être pas forcément cette volonté de le mettre en avant. J'en sais rien moi-même, mais en tout cas, je trouve que l'idée derrière de dire c'est peut-être un moyen de mettre en avant les bonnes pratiques des service workers, voilà. Donc de faire comprendre à chacun qu'on peut faire ça de cette manière-là, en utilisant Workbox ou pas. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va regarder un petit peu au cœur de Workbox. Qu'est-ce qu'ils font pour le Window Package? Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour faire la même chose? Mais de manière générale, vous débutez avec les service workers. Je trouve que c'est bien de faire les premières étapes en vanilla. Quand vous commencez à vouloir être un petit peu avancé, du moment que vous n'êtes pas dans une sandbox, votre petit POC dans un coin où c'est pas grave si vous pétez tout, si vous êtes sur un vrai projet, ça peut être une bonne idée d'aller sur Workbox. Mais typiquement, sujet que je vais évoquer ici rapidement, vous allez sur leur documentation, ils détaillent plein de choses qui ne sont pas spécifiques à Workbox, des bonnes stratégies. Voilà. Donc, les moments importants. Donc, première chose de ce package-là, les moments importants du cycle de vie. Donc, je vous ai dit, donc il y a l'install et il y a l'activation de notre service worker. Et vous avez vu que le comportement n'est pas le même si c'est la première install. Là, on sait que notre service worker il fonctionne directement. Si c'est une mise à jour, voilà. Où là, il peut y avoir un temps d'attente, etc. Donc, si on cite un petit peu cette documentation, on dit peut-être voulez-vous traiter différemment votre première install dans Windows Context d'une nouvelle install du service worker. Donc, comment on fait ça avec ce package-là? C'est le point central de cette librairie. On va utiliser la Workbox class. On fait une instantiation de notre Workbox class en lui donnant au constructeur quel est le chemin vers le fichier de service worker. Voilà. Donc le même argument qu'on donnait au register auparavant, je vous ai donné dans l'exemple Vanilla. Et à partir de cette classe, on va pouvoir faire plein de choses. Typiquement, cette classe remonte plein d'events. Voilà. Et typiquement, on a un event, l'application est installée, à ne pas confondre avec install, qui est autre chose qui est dans le contexte du service worker. Il nous dit, on fait la demande d'install. Voilà. Là, on dit au window context, c'est bon, il est installé. Et dans l'event qui nous est renvoyé, on a un booléen, isUpdate. Est-ce que c'est une mise à jour ou pas? Ce qui va nous permettre de faire un comportement différent. Vous voulez afficher un message différent, peut-être un wording différent, peut-être pas faire les mêmes chargements dans votre application. Il y a plein de cas particuliers. Ça va vous aider à faire ça. Donc, voilà, dans ce petit if, vous testez si ce n'est pas une update, je vais peut-être faire des comportements particuliers. Typiquement, quand vous faites du service worker, et même de manière générale de la PWA, la communication à l'utilisateur est très très importante. Expliquer un petit peu ce qui se passe. Pas des termes techniques, mais ne serait-ce que dire afficher un toaster, il y a une nouvelle version de l'application qui est arrivée, peut-être voulez-vous la mettre à jour, appuyez sur ce bouton, je vais m'occuper du rechargement, ça peut être une bonne idée. Pourquoi appuyer sur ce bouton, je vais m'occuper du rechargement? Parce que justement, si vous faites juste un rechargement avec le reload du browser ou si vous re-rentrez la même URL pour la charger à nouveau, ce n'est pas le même comportement qui se passe d'ailleurs pour le browser. Donc vous n'allez pas forcément avoir la mise à jour à ces moments-là. Donc là, on peut dire, est-ce que quelqu'un a déjà utilisé par exemple Android Message, la PWA? Non, je crois que c'est message.android.com, je ne sais plus. En tout cas, c'est une PWA qui vous permet de gérer vos SMS Android directement dans le browser. Bon, c'est plutôt pratique, c'est une très bonne PWA, et régulièrement, il va vous dire, on a mis à jour l'application, appuyez sur ce bouton pour faire cette mise à jour-là, tout bêtement, et on va s'occuper du rechargement. Et comme ça, vous avez le code Windows Context mise à jour avec le service worker. Donc voilà.
Donc, si on va un petit peu dans le cœur de ça, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est très très simple, hein. On utilise juste navigator.serviceworker.controller. Donc lui, cette interface-là, là c'est du vanilla, hein. Qu'est-ce qu'il nous offre? Eh bien, c'est juste un truc qui va nous renvoyer le service worker qui est actuellement activé, donc qui gère actuellement notre page, ou nul s'il n'y en a pas. Donc si vous faites ça avant de faire votre register, vous pouvez savoir s'il y avait déjà un service worker activé ou pas avant que vous enregistrez votre nouveau service worker. Donc vous pouvez savoir si c'est une mise à jour ou pas. Tout bêtement. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Si vous voulez aller avoir quelque chose d'un petit peu mieux, vous avez besoin de gérer les différents events. Donc pour revenir à l'exemple qu'il y avait ici, là le code était spécifiquement à l'installation. Je ne veux pas avoir le même comportement entre si c'est une mise à jour ou si c'est une première install. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir aller directement utiliser votre registration. Excusez-moi, j'arrête pas de faire les allers-retours, parce que j'ai voulu splitter en différents slides. Donc, navigator.serviceworker.register, je vous l'ai déjà montré, lui renvoie une registration, donc qui vous permet d'avoir les informations sur ce service worker qui est en cours d'enregistrement. Cette registration, elle a un event update found, donc pour dire il y a une mise à jour qui a été trouvée, parce que quand vous faites une registration, c'est à chaque fois que vous rechargez, que l'utilisateur recharge l'HTML, il voit cette balise script ou ce fichier JS et il va lancer le register. Le update found, il permet de dire, il va se déclencher uniquement si c'était vraiment une nouvelle version. Si vraiment le browser a détecté que ce n'était pas la même version que celle qu'il a déjà. Donc là, en fait, en faisant ça, on fait un premier filtre. On dit si on réagit uniquement à cet événement-là, on ne va gérer que les vraies mises à jour. C'est pas le code exactement qui est dans Workbox Windows, parce que leur gestion des events est compliquée. C'est une version simplifiée. Et donc, si, à partir de cet événement-là, on va sur le service worker qui est en cours d'installation, donc la registration.installing, donc si on va gérer le state change sur ce service worker-là, on va pouvoir aller filtrer en fonction du changement d'état. Donc, si ce state est à installed et que la variable qu'on a récupérée plus tôt, etc., était bien isUpdate, là, on va pouvoir faire notre comportement. Donc, vous voyez directement, en effet, on a de la bonne pratique. Si on veut se le faire en vanilla, on a l'idée derrière. Si des fois, on veut avoir véritablement la même DX, la même développeur expérience qu'on aurait avec Workbox, c'est quand même du boulot. Éviter les erreurs les plus courantes. Alors, la solution pour ça, elle est très très simple. Alors, pourquoi on veut éviter les solutions les plus courantes? Je vous ai dit, Service Worker, c'est pas simple. Surtout, en fait, c'est... je ne sais pas si c'est une bonne traduction, confusant. Je ne sais pas. On va dire confusant. Donc, c'est que des fois, on fait un truc, on pense que ça va bien marcher, et on se retrouve face au truc, on dit qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en suis pas rendu compte, je n'avais pas vu ce cas limite, j'ai vraiment pété la prod. Le service worker, c'est celui qui gère tout votre réseau. Donc, typiquement, si vous n'avez pas géré votre bonne mise à jour du service worker par rapport à la mise à jour du code lui-même de l'application, peut-être vous ne faites plus les mêmes appels, vous ne menez plus pareil votre projet, et il va essayer d'aller chercher des fichiers qui sont plus bons, ou alors il va continuer à vous charger des trucs de l'ancien cache, et vous avez des anciennes versions de code qui collaborent avec des nouvelles versions de code. Bref, vous pouvez tout péter avec le service worker. Donc, et là, vous vous sentez un petit peu con. Donc, pour éviter ce genre de truc, on a directement, quand on utilise Workbox Windows, un bon logger, bien foutu, qui va vous identifier des comportements qui sont a priori peut-être un petit peu bizarres, vous donner un warning par rapport à ça, et si vous l'expandez, si vous élargissez cette notification, il peut vous dire peut-être pourquoi vous avez ce problème-là. Donc, il y a une véritable réflexion derrière sur l'équipe Workbox, de réfléchir aux bonnes pratiques, etc., et aux cas limites. Et c'est véritablement gros avantage que va vous apporter Workbox de manière générale. C'est cas limite. On n'y réfléchit pas assez au début et c'est une série de on se pète la gueule avec Service Worker. En même temps, c'est l'histoire du développement. C'est une série d'échecs et petit à petit, on devient meilleur et on reproduit plus ces échecs. Mais on sait qu'on va toujours en produire. Donc voilà. Donc la leçon à retenir ici, faites du log. Mais de toute façon, là, cette solution en elle-même que vous apporte Workbox Windows, ce n'est pas un truc que vous allez pouvoir faire vous-même, à part lire de la doc, lire de la doc, lire de la doc, et des exemples, etc. Non. Monter en compétences, c'est tout. Workbox Windows, c'est pour ça que je vous disais, Workbox de manière générale, ce n'est pas une mauvaise idée de l'utiliser quand on débute. Il vous aide. Beaucoup. Non. Donc ensuite, la communication.
Alors ça, j'aime bien cette partie-là. La réflexion autour de la communication entre, justement, je vous disais, les différents messages. Attention, on a une mise à jour qui vient de se passer, etc. Ou alors, notre application veut dire à un moment précis, tiens, le service worker met ça en cache. Voilà, je sais que dans ce contexte-là, moi, par rapport au comportement utilisateur, tu dois mettre ça en cache. Voilà, le service worker, vu qu'il est dans son contexte tout seul, il ne peut pas le savoir tout seul. Donc voilà, on a besoin de faire ces communications-là. Comment Workbox Window va faire ça? C'est très simple. Hein. Dans le service worker, vous faites un event listener sur les event messages. Et si vous avez typiquement là le type get version, on a envoyé un message qui demande d'avoir la version, on va lui renvoyer le message avec notre version. Alors comment ça se passe? Ça, c'est tout simplement en utilisant la Channel Messaging API. Donc là, vous voyez directement dans Event Post, Post Message, Event Ports, Post Message. Ça, c'est du vanilla. Hein. Et dans le window context, on va avoir directement une facilité qui est de dire, dans notre classe Workbox, on a le message SW qui va nous permettre d'envoyer très très simplement des messages. Hein. Donc là, on va créer ce message au service worker et on va avoir la réponse qui va retrouver par une promise, etc. Donc, il reçoit le message, il nous renvoie la réponse, et ici, on a envoyé le message et on gère la réponse très simplement via une promise. Pour ceux qui n'avaient jamais vu cette syntaxe, le await, c'est dans le cadre où on est dans une async function. Donc une async function, on dit directement, ça c'est un truc asynchrone, et dedans, on va pouvoir écrire qu'on va attendre la résolution d'une promise, quelque chose d'asynchrone, et ça nous permet d'écrire du code asynchrone avec l'illusion que ça serait du synchrone. Donc, la Channel Messaging API, c'est très très simple, hein. Ça c'est du vanilla, on utilise un message channel et il va nous offrir deux ports, un pour la communication dans un sens, un pour la communication dans l'autre sens, et ça va nous permettre de communiquer entre différents contextes. Typiquement entre un web worker et le window context, voilà. Ou entre différents window contexts. C'est très très simple. Hein. Donc sur le one message, on lui met juste une callback et on peut directement faire un post message sur le contexte qu'on a récupéré. Donc dans notre cas, le navigateur service worker controller, celui qui contrôle actuellement, et on va lui passer le message channel port 2 pour lui permettre de faire la réponse. Alors si on regarde, et c'est pour ça que j'aime bien cette partie-là, si on regarde dans Workbox Windows ce qu'ils font, alors là, pour le coup, vous pouvez vous le faire vous-même. C'est véritablement seul code qu'il y a dans Workbox Window par rapport à ça. Voilà. Donc on a juste wrappé l'ensemble dans une promise. C'est uniquement ça. Donc ça, voilà, si cette problématique, c'est juste le messaging, en effet, vous pouvez vous faire par vous-même, mais allez voir comment ça se passe. C'est peut-être la documentation qu'ils ont mis autour. Voilà. Typiquement, quand je vous ai parlé du cycle de vie au départ, que vous aide Workbox Window, je n'ai pas véritablement abordé le véritable sujet qui est derrière. Allez dans la documentation de Workbox Window, vous verrez plein de gros tableaux de différentes couleurs, en fait, qui vous détaillent toutes les différentes étapes. Il y avait l'event installed, mais il y a plein d'autres events qui vous remontent. Et dans ce cadre-là, a priori, vous voudrez peut-être faire ça dans votre application, etc. Voilà. Là, pour le coup, vous avez un ensemble de guidelines et ce n'est pas lié à Workbox Window, à Workbox de manière générale. Il va vous aider à le faire, c'est tout. Alors, pour l'engagement. Alors pour l'engagement, cette dernière partie, rapidement, j'ai décidé d'évoquer un sujet qui aurait pu être sur d'autres points. On va parler d'authentification, hein, je l'ai dit. Au final, l'authentification, ça peut être une question, là on va le voir, d'intégration. Ça peut être une question de fiabilité, hein, parce que c'est de la sécurité de manière générale, donc ça nous garantit aussi une certaine fiabilité de notre application. Alors, pourquoi je le mets dans la catégorie engagement? On va voir. Donc, première chose, alors pour le coup, j'ai carrément repris des slides de Google I.O. 2018, un talk lié à ce sujet-là. Donc, première chose, en fait, de manière générale, comment on réfléchit une bonne authentification et une bonne inscription à un compte utilisateur? Il faut rassembler trois aspects. Évidemment, une bonne sécurité, c'est le but quand même à la base, hein. Si vous mettez de l'authentification sans une bonne sécurité derrière, autant laisser la possibilité à l'utilisateur de dire qui il est, comme ça. Ensuite, offrir une bonne expérience utilisateur, mais aussi offrir une bonne expérience développeur, donc que ce ne soit pas trop lourd à mettre en place. Pourquoi? Parce que de manière générale, c'est chiant la sécurité. Alors je ne dis pas ça en tant que tech.
en tant que tech, la sécurité, alors on peut avoir débat, hein, il y en a qui trouvent ça chiant, lourd et que ça les enquiquine qu'on leur demande de faire ces trucs-là. Il y en a qui trouvent ça assez passionnant, j'en fais partie. Mais c'est plutôt ennuyeux pour chaque utilisateur. Tous au quotidien, quand on est confronté à la sécurité de manière générale nous crée de la friction. Et du coup, bon, je ne l'ai pas mis dans mes slides parce que je viens de penser à l'image directement. Est-ce que vous avez déjà vu des images du type on a une barrière sur un chemin pour les voitures et on voit que l'herbe à côté qui a permis de contourner la barrière est usée jusqu'à la moelle. Ben, ça, c'est un bon exemple voilà, de la sécurité crée des frictions. Quand on fait de la sécurité, si on a trop de friction, ben, les utilisateurs vont la contourner dès que possible. L'authentification, pour le coup, il faut avoir un gros niveau technique, et là, c'est vraiment du crack hein, pour passer ces trucs-là. Donc, généralement, on n'a quand même pas les contournements. Il faut s'en prémunir quand même, mais c'est plus de l'attaque. C'est pour l'utilisateur, donc au quotidien, hein, c'est de l'expérience utilisateur. Alors, ça va être quoi, par exemple? Ça va être... Ouvrez le mail qui correspond pour pouvoir cliquer sur le lien, confirmer votre inscription. C'est super lourd ça, vous avez besoin de repasser à l'autre application, etc. Des fois, il est dans vos spams, il faut chercher. C'est pas très user-friendly. Vous devez rentrer une lettre majuscule, un caractère particulier, etc. Au final, plein d'utilisateurs prennent l'habitude d'en faire un et de le réutiliser sur tous les sites, donc c'est encore pire. Donc, voilà, on a cette friction-là qui crée typiquement la réutilisation du même mot de passe. Ça, c'est un certain contournement de sécurité et qui est dramatique. Il y avait un chiffre, c'était quoi? Je crois que c'était plus de 20% des inscriptions, 40%, d'après les statistiques qui ont remonté de Chrome, de réutilisation de mots de passe. De manière générale, les mots de passe qui étaient stockés pour un même utilisateur, environ en moyenne 40% étaient de la réutilisation du même. Voilà, c'est quand même assez dramatique. Donc une première solution pour résoudre cette problématique-là, c'est de permettre du one-type sign-up, sign-in, donc directement en une seule interaction, je peux m'inscrire à ce site et directement m'y authentifier. Donc ça, évidemment, ça passe par de la fédération d'identité. Ça offre une bonne user experience parce que c'est le but, quand même, à la base, essentiel. Et on a des API simples. Encore une fois, c'est un slide Google. Donc forcément, si vous faites de Google Authentication, c'est simple. Sauf que la problématique, c'est que c'est un bordel tout ça. Si on veut intégrer plusieurs solutions différentes, etc., ouais, on a peut-être plein d'API qui sont cool entre elles, mais on doit en utiliser plusieurs suivant des cas. Enfin, c'est quand même assez contraignant. Donc là, la développeur expérience, elle n'est pas trop au rendez-vous. Et quand la développeur expérience n'est pas au rendez-vous, on fait des conneries. Pareil. Donc, on va aller faire des failles de sécurité. Et on a voulu bien faire, hein, on a voulu rajouter de la sécurité sur le site et au final, on a fait encore pire. Donc, la première solution pour ça, ça a été la standardisation via la Credential Management API. Donc, je manque de temps, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais la Credential Management API, elle permet 4 points, donc de justement diminuer la friction à l'authentification, de permettre de manière standardisée le one-type sign-in, le tout en stockant vos credentials, et pour ce faire, évidemment, il nécessite un contexte sécurisé, donc HTTPS ou le cas, comme on l'a dit, pour les service workers. Donc, tout ça, ça va passer en fait, au départ, ça permet 2 choses. La gestion de credential password ou fédéré, donc ces 2 petits éléments-là. Et donc, on va avoir un code dans ce genre-là. On va aller récupérer directement les credentials qui ont été stockés sur ce browser-là pour... Et je vous passe les détails après, niveau sécurité, etc. Vous retrouverez plein de talks là-dessus sur le web pour notre organisation avec le bon provider, etc. Là, typiquement, on veut récupérer donc le password avec une fédérative d'identité, etc. Non. Donc, juste qu'il faut se souvenir, hein, navigator.credential, on a un point .get et ce qu'il ne faut pas se souvenir, c'est le if en haut. La WebAuthn va vous péter ça. Ça, si vous faites ce code-là, sur un navigateur qui supporte la Web Authentication API, ça ne va pas bien fonctionner. Ça va être une horreur, ça risque de péter. Alors, pourquoi ça? Ça, c'était les recommandations avant de Google, avant qu'il y ait la Web Authentication API. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Web Authentication API va vous rajouter un truc à la Credential Management API. C'est juste un truc de plus qui vous permet de gérer les public keys, donc les clés publiques privées.
D'accord? Donc, qui va vous permettre de vous faire une transition vers un truc sécurisé quand vous faites du U2F. Donc, quand vous faites typiquement de l'authentification à deux facteurs, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, j'ai trop tendance à réfléchir aux choses en anglais dans la tête. Voilà, si on prend des vieilles images comme ça, pareil, c'est contraignant, expérience utilisateur pas top, il faut sortir le truc de sa poche, il faut aller récupérer le code en plus du mot de passe, etc. C'est pas terrible. Et en plus, c'est pas standardisé, donc on revient sur une problématique d'avoir une API spécifique et tout. Donc, on a quand même des solutions, alors je ne l'ai pas sorti à l'avance, mais ou des clés dans ce genre-là, où voilà, c'est juste une clé qu'on rajoute sur le port USB. Et celle-là, typiquement, elle est juste au touch. Hein, c'est la mienne. Elle est juste au touch. On peut en avoir en plus avec du fingerprint, des empreintes digitales. Et en fait, la Web Authentication API, WebAuthn, va vous permettre de standardiser en fait, la gestion de ce genre de périphérique, de ce genre d'authentication. Et là, typiquement, c'est la capture de ce week-end, quand j'ai utilisé ma clé sur un site. Voilà. Donc, vous faites une demande WebAuthn et il va vous afficher une solution, une interface standardisée. Voilà. Et du coup, on n'a pas quelque chose de déroutant pour l'utilisateur. Plus on a de standards, plus on affiche les choses de la même manière, plus l'utilisateur est à l'aise avec. Et donc, ça nous permet ensuite de franchir un cap. Si vous êtes sur du mobile, mais en fait, de l'authentification à deux facteurs, vous l'avez déjà à disposition. Vous avez ce que vous avez, votre portable, votre laptop éventuellement si vous considérez, ou votre clé, dans l'exemple que j'ai donné, mais vous avez en plus votre empreinte digitale, ce que vous êtes. Donc là, vous avez véritablement deux facteurs. Quelqu'un qui irait vous voler votre smartphone, votre ordinateur, s'il n'a pas la même empreinte digitale que vous, et je crois que c'est unique a priori quand même, il ne va pas pouvoir s'authentifier sur votre solution, pareil avec la clé, etc. Si vous a volé votre empreinte digitale mais qu'il n'a pas le portable, c'est un cas quand même qui se présente assez peu. Donc maintenant, on a de plus en plus quand même, moins sur les clés, mais sur les smartphones et les ordinateurs, ce lecteur d'empreinte digitale. Donc voilà, on va avoir une interface comme ça grâce à la WebAuthn. Donc directement, vérifiez votre identité, vous allez passer votre fingerprint et ça va permettre de débloquer la récupération du credential ou la création du credential. Donc, deux choses, navigateur credential create, navigateur credential get, ça arrête de la credential management API. Simplement, au lieu de lui donner password ou federated, on lui donne public key. Le challenge ID, évidemment, sont gérés avec le serveur. Tout ne se passe pas côté browser. Allez pas faire du random côté browser, ça serait stupide. Et en fait, il y a un échange de challenge entre le serveur, etc. Encore une fois, je vous ai dit, pas le temps de rentrer dans les détails. Vous retrouvez la ressource là-dessus. Donc, pour ce qui est du développement front, vous avez en tout cas ces deux méthodes à vous souvenir. Donc allez, conclusion sur les 5 dernières minutes de ce talk-là. Donc je vais récapituler un petit peu. Si on résume un petit peu sur l'approche déjà des PWA, le côté Fire, ce n'est pas une nouvelle plateforme, ce sont des bonnes pratiques. C'est tout. Encore une fois, des nouvelles, des anciennes. Pas de nouvelle techno en soi, ce n'est pas une nouvelle techno, vous avez remarqué que je l'ai mis au singulier, mais c'est savoir comment bien utiliser les dernières solutions. Ça ne sert à rien de mettre du service worker pour mettre du service worker. Une réflexion à avoir derrière. Ça ne sert à rien de mettre la WebAuthn si derrière il n'y a pas une véritable politique de sécurité qui est réfléchie et une bonne UX qui y correspond, évidemment. Et ce n'est pas un cadre rigide et complet, il n'y a pas un step by step comme on avait l'impression au début de dire comment passer ma web app à une progressive web app, il faut mettre un service worker, il faut rajouter un manifeste, il faut faire de la push API, etc. Non, c'est pas ça. C'est un ensemble à appliquer progressivement, mais ma conclusion là-dessus, c'est que généralement justement ce gap-là, c'est surtout un état d'esprit à avoir dès le départ, de mettre l'utilisateur au centre de votre réflexion. Et si je résume sur votre to-do list du coup après ce talk, donc pour 2019, avec les 4 dernières nouveautés que j'ai évoquées, utilisez du serveur push. Les push manifestes sont là pour vous aider. C'est très très simple à mettre en place, vous l'aurez vu. Faites du preloading, donc utilisez le service worker ou même directement faire du rel preload. Donc ça, c'est juste du préchargement des scripts, etc. JS. Mais module preload, c'est quand vous faites de l'ES module. Donc c'est particulièrement utile pour dire, a priori, là, dans ce contexte-là, j'ai peut-être cette route-là, qui est celle par défaut, que je veux précharger. Donc même, voilà, si vous ne passez pas par un côté service worker, HTTP2, etc., au moins ayez ces réflexions-là.
encore une fois, allez voir Guess.js pour approfondir le sujet sur comment on peut faire ça en data-driven. Bundler intelligemment, véritable réflexion avec les ES modules, HTTP2 multiplacing et réfléchir au lazy loading. Réfléchissez à votre stratégie de distribution. S'il y a un décideur qui vient vous dire hey, notre PWA elle est cool quand même, mais il la faudrait sur les stores, demandez pourquoi. Et faites en sorte que ça puisse être argumenté. Si ça peut être argumenté, que ça se tient avec la stratégie de votre entreprise ou de la solution en elle-même, du produit en lui-même, allez-y. Vous avez des bons hacks pour ça. Vous avez des bonnes solutions pour ça. Si ce n'est pas le cas, allez full web. Gérer vos services workers dans le window context, aussi. Voilà, je n'ai pas beaucoup besoin à rajouter là-dessus. Et éliminer les frictions à l'authentification, évidemment, tout en améliorant la sécurité. On vient d'en parler juste à l'instant. Donc voilà, si j'aime bien ce sujet-là, même si j'ai pris l'illustration d'une révolution, c'est plus une évolution qu'on a en tête. C'est comme je vous le disais, pour moi, PWA, ce n'est pas un sous-ensemble de ce qu'on fait dans le web. Ça doit devenir la fondation de ce qu'on fait tous dans le web. Évidemment, peut-être exclu quand on fait juste une page vitrine pour le petit magasin du coin. Justement, en parlant de magasin du coin, ce n'est absolument pas, comme un de mes restos préférés en bas de chez moi a fait, faire votre blog vitrine et puis mettre un manifeste, un service worker et bam. Et derrière, on ne l'utilise pas. C'est pas juste faire une PWA comme si c'était une technologie. Donc merci à tous. Vous retrouverez le support sur cette adresse-là. Évidemment, c'est sur GitHub, donc vous aurez la petite icône en haut à droite pour aller sur le repo. J'ai encore du travail à faire dessus, pour être honnête. C'est un fork de la Sphere School correspondante, donc vous aurez le lien aussi directement dessus. Si vous avez des questions, malheureusement, je ne reste pas demain. Je pars directement ce soir. Vous pouvez me croiser après ce talk ici, en dehors, mais je vais partir ce soir. En dehors de ça, vous pouvez m'envoyer un message directement sur Twitter, ils sont ouverts. Pas besoin d'attendre que je vous suive pour ça. Ou même, vous n'êtes pas obligé de me suivre pour ça. Et pareil sur LinkedIn, si vous êtes plus LinkedIn. Voilà. Merci à tous. D'ailleurs, je disais ça parce que je pense qu'on n'a pas le temps pour des questions là. Hein ? Tu me confirmes ? Voilà. J'arrivais pile au zéro, donc c'est...